Dans un avion transportant des passagers, une hôtesse demande s'il y a un détective à bord. Notre MC Kimizuka Kimihiko, qui attire les ennuis comme un aimant, se demande bien pourquoi on pose une telle question alors qu'ils sont à 10 000 mètres d'altitude. Après mûre réflexion, il commence à raconter sa vie pathétique. C'est comme si les ennuis le suivaient tellement que la police le soupçonne d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il se fait enlever en pleine rue et on lui montre une mallette avec laquelle il voyagera à l'étranger, tout ça dans la camionnette d'un ravisseur. Les ravisseurs le déposent à l'aéroport et s'en vont, le laissant là, tandis que l'idiot perdu regarde autour de lui comme un chien égaré. Kimi, maintenant bien installé dans l'avion, se demande ce qui se passe et à quel point il est étrange de demander un détective plutôt qu'un médecin ou une infirmière, n'est-ce pas? L'hôtesse pose la même question à nouveau. Le gars réalise qu'il n'avait pas mal entendu. La jolie fille aux cheveux argentés assise à côté de lui lève la main et dit qu'elle est détective. L'imbécile la fixe et lui demande son nom, tout simplement. Le timide et indécis idiot se demande pourquoi il a posé la question après qu'elle se soit tournée vers lui. Elle sourit et demande au lâche d'être son assistant. Au milieu de la confusion de Kimi, la fille lui attrape la main et le présente à l'hôtesse comme son assistant. L'hôtesse, qui semble très désemparée, leur demande de la suivre. Ils marchent vers le cockpit et Kimi essaie d'engager la conversation avec la fille. La fille se présente comme Siesta et affirme que c'est un nom de code, bien sûr. Elle lui demande son nom et il se présente à elle. Siesta décide de l'appeler Kimi. Nous l'appellerons ainsi nous aussi. À l'entrée du cockpit, l'hôtesse frappe et dit qu'elle a amené une détective et son assistant. Ils entrent dans la pièce et y voient un homme blond. Le pilote qui navigue l'avion panique tandis que l'autre est inconscient. L'homme blond demande qui est la détective, mais Siesta lui demande son nom. Le fou pirate de l'air dit que son nom de code est Bat. Siesta en profite pour confirmer à ce Thomas incrédule que tout le monde a des noms de code. Kimi dit que ce n'est pas le moment pour ça. Siesta se présente et présente Kimi comme son assistant. Elle donne nonchalamment un nom de code à l'idiot, Watson. Siesta invente une histoire pour eux deux et demande à Bat ce qu'il veut. Bat rit de ses mots et dit qu'il a décidé de détourner l'avion. Le stupide salaud veut jouer à un jeu avec la vie des 600 passagers, c'est fou. Siesta note que la vie et la mort des passagers seront décidées par leur succès ou leur échec dans le jeu du psychopathe. Bat affirme ses paroles, mais elle dit qu'il mourra avec eux s'ils perdent le jeu. Bat dit que ce sont ses frissons qui le maintiennent en vie. Les gars, un véritable cauchemar ambulant. Siesta en conclut que l'idiot s'ennuie parce qu'il a trop de temps libre, ce que Bat confirme également. Elle accepte de jouer le jeu et donne une réponse rapide à la question de Bat. Kimi essaie de la faire ralentir car la vie de 600 personnes est en jeu. Siesta explique pourquoi elle a choisi cette réponse et tout se résume au fait que Bat a un peu peur d'elle. L'homme n'est qu'un lâche. Les mots de Siesta font rire Bat si fort qu'il s'approche d'eux. Il affirme en avoir fini avec ses manigances et dit que l'autre pilote est inconscient et non mort. Il parle de la façon dont il serait arrêté à l'atterrissage, mais affirme n'avoir tué personne et s'être bien amusé. Bat se dirige vers la sortie du cockpit, mais Siesta relance le problème. Kimi, confus et ignorant, essaie de l'arrêter, mais sa grande gueule ne veut tout simplement pas arrêter de se chamailler. Elle dit que Bat est un menteur et explique comment le lâche a peur de la mort après avoir fait de grandes déclarations plus tôt. En bref, Bat a reçu l'ordre de détourner l'avion et de mourir avec lui, mais le fraudeur est une poule mouillée. Kimi comprend toute la situation et demande pourquoi Bat s'est donné la peine de monter ce jeu en premier lieu, et Siesta répond que c'est à cause de sa fierté. Siesta sort du cockpit et passe devant Bat qui se tient à la sortie. Kimi quitte aussi le cockpit en toute hâte et se plaint d'être laissé pour compte. Bat, qui les écoutait tranquillement, demande à Siesta comment elle a découvert son mensonge. Siesta lui dit qu'elle sait tout de lui et affirme qu'un détective de premier ordre résout une affaire avant qu'elle ne se produise. Barry, après avoir réalisé que le poteau rose est découvert, Siesta dit à Kimi de se baisser, mais la stupide garce demande toujours pourquoi. Siesta pousse l'idiot au sol et il se tourne pour demander quel est son problème. Il voit Siesta tenant son bras blessé et quelque chose comme une bioarme sortant de l'oreille de Bat. Comme s'il était une sorte de ghoul, la menace dit qu'il y a un changement de plan et déclare qu'un agent de premier ordre élimine un jeune talent avant qu'il ne puisse se développer. Siesta regrette d'avoir pris un assistant et se plaint de l'inutilité de Kimi. L'idiot essaie de se justifier car elle l'y a forcé. Le fou est super inutile de toute façon. Kimi se lève et demande à Siesta ce qu'il y a sur le corps de Bat. Elle lui dit que c'est un androïde et parle de l'organisation secrète nommée S-Spez. Bat est un membre de... Elle ignore la question et dit que la mission de Bat est... la punition pour avoir trahi les espions, mais Kimi, curieux, demande avec insistance comment elle sait tout. L'idiot se demande si elle est l'une d'entre eux. Bat parle de son bon plan d'utiliser leurs cadavres comme souvenir. Il active son tentacule androïde qui les attaque. Siesta porte Kimi comme un sac de haricots et s'échappe vers la zone des passagers. L'idiot, qui est porté par une fille, essaie de demander si elle est l'une d'entre eux, mais elle le lâche son faible corps sur le sol.
Elle demande à Kimi si elle ressemble à un monstre et il répond que ça ne le surprendrait pas si c'était le cas. Elle dit qu'il doit se trouver une petite amie, mais comment diable cela se rapporte-t-il à leur situation actuelle? La menace ambulante entre dans la zone des passagers et les gens commencent à paniquer. Une hôtesse dirige les passagers bruyants qui font des caprices vers une zone plus sûre de l'avion pour éviter le chaos. Bat dit qu'il devra tuer les personnes en trop et Kimi lui dit de ralentir car il tombera avec l'avion s'il continue avec ses intentions. Bat dit qu'il épargnera le pilote et demande à Kimi qui il est. Kimi répond qu'il est l'assistant d'une grande détective, ce qui fait sourire Siesta. C'est un sacré joueur ce gars. Le couple idiot parle comme un duo détective-assistant, mais le tentacule androïde de Bat les attaque sournoisement. Le faible se cache précipitamment entre des chaises, mais voit Siesta accroupi sur la chaise devant lui. Les questions de Kimi font conclure à Siesta qu'il est un ignorant nigo, mais Kimi affirme qu'il n'est qu'un collégien. L'attaque du tentacule de Bat interrompt leur conversation, mais Siesta esquive l'attaque. Bat dit qu'elle est une variable, et Siesta dit que presque personne dans ses cohortes ne la connaît. Bat parle de son plan de l'utiliser comme appât pour l'organisation afin d'obtenir sa rédemption. Siesta lui fait savoir que son concept est toujours basé sur la probabilité, mais le salaud fou l'attaque. Elle esquive toutes ses attaques et Kimi réalise que le tentacule du monstre détruit les chaises. Il se tourne pour s'éclipser mais voit Siesta accroupie à côté de lui. Siesta respire lourdement en essayant de reprendre son souffle, mais Bat la découvre immédiatement. Bat parle de la sensibilité de son oreille, faite sur mesure, ce qui lui permet d'entendre le son d'un battement de cœur humain à 100 km de distance. Se cacher face à Bat est inutile. Siesta en conclut qu'elle ne peut pas simuler son rythme cardiaque et souhaite avoir une arme. Kimi lui dit de lui acheter 30 secondes et affirme qu'il a une idée. Siesta accepte avec un large sourire sur son visage. Kimi court vers la zone des bagages tandis que Siesta charge Bat pour attirer son attention. Elle utilise sa feinte pour frapper le maniaque condescendant, mais il la rattrape avec son tentacule pour montrer la différence entre leur niveau de puissance. Kimi, qui court vers ses bagages, pense à la façon dont de telles situations font tourner son esprit à plein régime. Il pense à sa vie désordonnée et pleine de problèmes, qui a toujours été ainsi depuis sa naissance. Il atteint la zone où se trouvent ses bagages. Du côté de Siesta, elle lutte pour échapper aux tentacules de Bat, mais elle est griffée. Kimi se précipite sur les lieux avec la mallette que les ravisseurs lui ont fait transporter. Siesta se cache derrière un siège, tandis que le fou moqueur lui dit d'accepter son destin. Bat sort un autre tentacule de la même oreille pour montrer qu'elle ne peut pas gagner le combat. Siesta essaie de s'échapper, mais Kimi entre dans la pièce et lui jette la mallette. L'idiot ne sait même pas ce qu'il y a dedans, mais il croit que c'est la bonne solution. Bat détruit la mallette en plein vol, mais un pistolet argenté en tombe. Siesta attrape rapidement l'arme et dit à Kimi qu'il a fait un travail de première classe. Bat gâche sa joie et affirme que l'affaire n'est pas terminée. Il l'attaque avec ses tentacules, mais elle les pare avec le pistolet tout en chargeant vers lui. Elle tire sur l'oreille où le tentacule est attaché et cela le détruit. Siesta met l'idiot, qui gémit comme un bébé, au sol et lui met le pistolet dans la bouche. Elle le regarde fixement et essaie d'appuyer sur la gâchette. Elle dit « pan » et affirme qu'il est mort là. Siesta explique comment ses compatriotes ne le cibleront plus puisqu'il est déjà mort. Elle lui crée une histoire pour éviter de mourir et vivre une vie différente. Le stupide perdant affirme qu'elle se moque de lui, mais Siesta continue avec l'histoire de couverture qu'elle lui invente. Au milieu de leur conversation, Bat crée rapidement un autre tentacule et essaie d'attaquer Siesta sournoisement. Kimi essaie de la prévenir, mais elle ne bronche pas. Le tentacule s'arrête avant de frapper la tête de Siesta et il commence à se disperser. Même Bat est choqué par ce développement. Siesta explique ce qui se passe et affirme que la balle qu'elle lui a tirée était faite de son sang. Quiconque est touché par son sang devient totalement incapable de se retourner contre son propriétaire. Elle appelle ça un secret de fabrication, tandis que Kimi, stupéfait, ouvre la bouche sous le choc. Bat demande qui l'a envoyé, mais elle dit personne et affirme qu'elle est détective depuis sa naissance. Elle est probablement aussi fière qu'Escanor à ce stade. La nuit à l'aéroport, la police vient arrêter Bat sur le site d'atterrissage de l'avion. À l'intérieur du bâtiment de l'aéroport, Kimi demande à Siesta comment elle a réussi le tour de la balle de pistolet qu'elle a fait. Siesta dit au stupide idiot qu'elle l'avait préparé à l'avance. Kimi réalise que c'est elle qui est derrière les ravisseurs qui l'ont forcé à monter dans l'avion avec la mallette et Siesta, imperturbable, affirme que son stupide cul a été utilisé. Il dit qu'elle le connaissait depuis le début et l'a utilisé, mais elle lui dit de ne pas la blâmer car c'est lui, l'insensé, qui s'est laissé utiliser si facilement. Kimi devient agité et baisse les yeux car c'est un argument qu'il ne peut pas gagner. Il lève les yeux pour lui parler mais voit qu'elle n'est plus là. Il a été utilisé puis jeté. Plus tard cette nuit-là, Kimi, épuisé, entre dans son appartement et s'assied sur le pas de la porte, exprimant vocalement sa fatigue. Il pense aux choses qui se sont passées et refuse de s'impliquer dans quoi que ce soit d'autre. La porte coulissante derrière lui s'ouvre et Siesta l'accueille chez lui avec une part de pizza à la main. Elle dit qu'il a mis trop de temps à rentrer, mais il s'exclame plus tôt. Par une soirée fatidique, Kimi prend son bain dans la salle de bain et essaie de dire à Siesta, qui est assise à l'extérieur de la salle de bain, qu'il refuse son offre. Il dit qu'il ne deviendra pas son assistant, mais elle se comporte comme si elle ne l'entendait pas. La garce persistante et agaçante propose de lui laver le dos, mais il refuse. Kimi dit que c'est tout ce dont elle l'a harcelé et appelle ça une demande insensée. Siesta soupire et parle de la difficulté d'infiltrer sa maison, ce qui fait demander à Kimi s'il a tort.
Kimi dit qu'il a fermé la porte à clé, mais la petite criminelle affirme qu'il n'y a pas de serrure, que son passe-partout ne puisse ouvrir. Kimi affirme qu'elle a infiltré sa vie privée, mais elle l'ignore et demande pourquoi il est réticent à devenir son assistant. Kimi lui parle de sa vie qui attire les ennuis et dit que sa vie idéale est comme un bain tiède. Siesta dit qu'il ne pourrait pas vivre sa vie idéale avec elle, ce que Kimi affirme en se souvenant du cas de Bat. Kimi demande pourquoi elle l'entraîne dans cette tendance problématique et elle invente une excuse stupide. Après avoir conversé un moment, Kimi refuse toujours le poste d'assistant mais voit qu'elle est déçue. Il lui dit de lui donner de bons avantages si elle va l'embaucher et elle essaie d'utiliser la pizza qu'elle a commandée pour profiter de sa générosité. Elle essaie de dire d'autres choses pour le faire accepter mais Kimi rejette tout. Elle ouvre la porte et entre dans la salle de bain alors que Kimi sort de la baignoire nue. Elle lui fait savoir que l'avantage est qu'elle résoudra tous ses soucis s'il devient son assistant. L'exhibitionniste involontaire est plus inquiet du fait qu'elle n'a pas réagi à son état dévêtu. Elle dit que sa nudité n'est pas digne d'intérêt et qu'une pizza est en route. Cette zone est bien en dessous de la friend zone, je suppose. Plus tard, ils s'assoient ensemble pour manger de la pizza. Kimi raconte à Siesta l'épidémie de Hanako à grande échelle dans les toilettes de son école, qui sont des histoires d'horreur scolaire classiques. Siesta parle d'une fille qui entraîne les écolières dans les toilettes si elle frappe 3 fois. Elle affirme que c'est une légende urbaine dépassée et demande quelle est la situation à l'école de Kimi. Kimi dit à Siesta, qui est à l'aise, d'arrêter de faire des choses qui la font ressembler à sa petite amie qui vit avec lui et elle agit surprise de ne pas l'être encore. Cette garce porte même ses vêtements. Siesta essaie de changer de sujet et ramène la conversation à l'épidémie de Hanako à l'école de Kimi. Kimi dit que toute fille qui rencontre Hanako devient aussi une Hanako, ce que Siesta affirme être lié à la zombification. Elle dit que ce n'est pas juste une rumeur puisqu'il lui en parle. Kimi parle du fait qu'il y a plus d'absents à l'école et dit que certains d'entre eux ont disparu. Ils en discutent davantage et Siesta appelle Kimi un type formidable parce qu'il s'implique dans l'affaire Hanako alors qu'il n'est lié à aucune des personnes enlevées. Elle parle de la prédisposition de Kimi à aider les gens et Kimi répond qu'il aimerait préserver un monde paisible dans les parties proches de lui. Il dit que ses parents ont disparu avant qu'il ne les connaisse et explique comment il a vécu jusqu'à présent. La plus grande surprise ici, c'est qu'il est au collège. Kimi dit qu'il veut juste un peu de stabilité et Siesta note que son histoire explique tout. Elle dit qu'il doit être seul, mais le naïf affirme qu'elle ne devrait pas conclure qu'il n'a pas d'amis. Elle lui montre une page du magazine qu'elle lit et lui demande d'aller quelque part avec elle ce week-end. Il lui rappelle le problème de Hanako dont ils discutent et elle sourit. Un jour d'école, Kimi arrive à l'entrée de l'école pour voir que le festival culturel a commencé. Il se demande quand cela s'est produit et pense à la façon dont il a manqué les préparatifs amusants à cause de la situation dans laquelle il se trouvait. Siesta arrive sur les lieux en uniforme féminin et appelle Kimi qui a l'air déconcerté. Le stupide perdant est troublé en la voyant dans cette tenue et Siesta en parle. Kimi détourne le regard d'elle et demande pourquoi elle est là en uniforme et elle dit qu'un rendez-vous au festival culturel sera amusant. Dans l'enceinte de l'école, Kimi tient un dépliant et demande à Siesta par où il devrait commencer. Elle lit les activités amusantes possibles, comme les endroits où aller sur le dépliant, mais insiste davantage sur la maison hantée. Kimi dit qu'ils doivent planifier leurs activités. Siesta appelle une mascotte à proximité et demande s'ils peuvent visiter la maison hantée en dehors des heures d'ouverture. Kimi répond plutôt qu'ils ne peuvent pas entrer et utilise les informations sur la pause déjeuner du dépliant pour le confirmer. La mascotte est totalement inutile. Siesta, têtue, ne recule pas et elle dit l'itinéraire idéal qu'elle a élaboré dans son cerveau pour le moment idéal pour y aller. Après la narration de l'itinéraire fou, Siesta touche la mascotte muette et dit qu'il compte sur lui pour les aider à entrer en dehors des heures d'ouverture. Siesta demande des crêpes et court vers la zone de vente. Au stand de crêpes, Kimi en achète et donne une portion à Siesta. Kimi dit à la fille insouciante mais stupide de ne pas faire de telles demandes à d'autres personnes que lui. Elle demande pourquoi il lui a acheté la crêpe mais se fâche quand elle commande une pizza. Kimi répond que c'est une situation fluide et la folle délirante affirme qu'il est temps que sa vie amoureuse explose. Il est embarrassé parce qu'elle l'ignore et procède ensuite à insulter son processus de pensée. Elle lui attrape la main et dit qu'elle veut des takoyaki ensuite. Siesta tient la main de Kimi et le traîne dans le couloir. Kimi pense à la façon dont la situation est susceptible de provoquer des malentendus. Pendant la pause déjeuner, Siesta et Kimi vont aux toilettes de Hanako. Kimi demande pourquoi ils sont dans cette pièce sale et la grande détective autoproclamée affirme qu'elle doit vérifier quelque chose. Elle se penche pour chercher un indice au sol et ramasse quelque chose. Un morceau découpé d'un paquet de médicaments contre le rhume. Kimi en conclut que quelqu'un l'a pris après avoir mangé là, mais Siesta insulte son mauvais premier instinct. Elle demande si sa vie paisible idéale implique de manger dans les toilettes. Mais Kimi lui rappelle que ses parents sont partis et qu'il mange à la cafétéria. Siesta se sent mal pour lui et propose de lui faire la cuisine. Mais Kimi lui dit de ne pas dire des choses trompeuses. Elle l'empêche de parler alors que des pas s'approchent des toilettes. Quelqu'un frappe à la porte et ils décident d'ouvrir. Ils ouvrent la porte seulement pour voir la mascotte lapin qu'ils ont rencontrée dehors. Kimi demande ce qu'il fait là, mais Siesta dit qu'elle ne le laissera pas s'échapper. La stupide mascotte s'enfuit et Siesta la poursuit. Elle dit à Kimi, le cerveau mort, que la mascotte est Hanako des toilettes.
Ils poursuivent de la mascotte dans le couloir seulement pour voir plus de mascottes qui s'occupent des enfants et des étudiants là-bas. Siesta utilise un adage pour expliquer le déguisement intelligent de la mascotte. Kimi, qui arrive un peu plus tard, demande ce qu'elle veut dire par la mascotte et Hanako. Siesta dit qu'elle expliquera plus tard et qu'ils doivent trouver la mascotte. Un peu plus tard, Kimi dit que ça semble anticlimatique alors qu'il remarque la stupide mascotte qui jette un coup d'œil depuis le couloir où elle se cache. La mascotte s'enfuit et Kimi dit à Siesta de la poursuivre mais elle l'ignore. Siesta sourit et dit qu'elle aime sa motivation, mais le bonnet lui dit de ne pas se moquer de lui. Une fille, membre du club de couture, sort de sa salle de classe et annonce qu'ils offrent des essais de costumes gratuits. L'idiot pervers imagine Siesta en costume de soubrette mais conclut qu'ils ne peuvent pas essayer de costume parce qu'ils sont occupés. Il lève les yeux seulement pour remarquer que Siesta demande 2 costumes à la fille. Il demande ce qu'elle fait et Siesta lui explique son plan tactique. Elle dit qu'ils vont changer d'apparence et se fondre dans la masse, exactement comme le fait la mascotte. Dans le vestiaire, Kimi change de vêtements et se demande comment ils en sont arrivés là. Il entend les voix de certaines filles complimenter quelqu'un. Il arrive sur les lieux et voit la magnifique Siesta dans une robe de mariée. L'idiot rougit et la fixe comme s'il était épris. Siesta le remarque et lui demande comment elle est, le visage troublé. Kimi fait un commentaire positif et elle commente aussi son smoking. Les filles du club de couture leur demandent de prendre des photos et les 2 tourtereaux costumés se tiennent ensemble comme un couple marié. Après un moment, les 2 courent dans le couloir en costume. Les 2 têtes de linotte avaient oublié la mascotte pendant qu'ils s'amusaient. Kimi tient le reste du costume de Siesta pendant qu'il court et elle dit que le costume est difficile à porter pour bouger. Kimi l'affirme et pense aux gens qui prennent des photos sur le côté. Il pense probablement que c'est un événement de cosplay. Siesta dit que c'est amusant et l'appelle son assistant. Il s'arrête devant une fenêtre après avoir vu la mascotte tenter de quitter l'école. Siesta ouvre la fenêtre et dit à Kimi qu'il vient avec elle. Elle lui parle de la chaussure de détective qu'elle porte et qui peut la faire voler. Elle saute par la fenêtre portant Kimi comme une princesse à l'envers. Ce jour-là, Siesta montre à Kimi la drogue ingérée par les élèves qui ne venaient plus en cours. Elle dit que les effets de la drogue sont similaires à ceux des drogues dures. Elle constate que les élèves ont des troubles de mémoire et sont devenus dépendants. Le nombre d'Hanakos a vite augmenté car les élèves accros vendaient la drogue pour en acheter et Kimi note que la légende urbaine d'Hanako des toilettes était un argot pour ce trafic. Kimi demande pourquoi Hanako est apparue pendant leur festival culturel alors que dans les histoires, elle n'apparaît qu'à 3h du matin. Siesta a expliqué comment Hanako avait tenté d'utiliser ce déguisement pour travailler de jour. Kimi, curieux, lui demande aussi comment elle savait que la mascotte était une Hanako. Et elle explique l'avoir découvert grâce aux chaussures de course qu'elle portait. On se souvient que les élèves des clubs sportifs sont ceux qui consomment le plus la drogue. Kimi repense à la façon dont Siesta a contacté la mascotte dès le début, et elle lui rappelle qu'un détective de premier ordre résout une affaire avant qu'elle ne se produise. Le pauvre idiot dit que ce n'était pas une affaire difficile, mais elle lui parle de la rumeur de l'implication de Spice. Kimi énumère les crimes dans lesquels Spice a été impliqué et demande ce qu'ils veulent. Siesta dit que Spice est un mot latin qui signifie espoir, et leur but est d'offrir le salut. Après qu'elle lui ait parlé de l'organisation secrète, Kimi affirme qu'ils sont comme une secte bizarre. Siesta demande à Kimi ce qu'il va faire et il commence à réfléchir à la façon dont sa vie quotidienne chaotique a empoisonné la vie paisible qu'il désirait. Kimi demande à Siesta les avantages d'être son assistant, tout en pensant aux raisons possibles pour lesquelles elle le veut. Il pense qu'elle veut utiliser son existence pathétique et attirant les ennuis comme appât pour attirer les espions et décide de refuser si les avantages sont minimes. Siesta répond qu'elle le protégera des ennuis qui l'attirent, même si elle doit risquer sa vie. Elle lui tend la main et lui demande d'être son assistant. Kimi réfléchit à l'offre et l'accepte. Il lui serre la main et demande ce qu'elle entend par assistant. Elle énumère des tâches faciles, comme s'assurer qu'elle se brosse les dents, des tâches pour lesquelles seul un excentrique aurait besoin de quelqu'un. Voyant qu'il n'y a pas d'échappatoire, Kimi accepte et lui dit de le protéger tant qu'ils vivront. La mignonne idiote demande si c'est une proposition, mais le lâche se rétracte. Ainsi, l'aventure de Kimi avec Siesta commence jusqu'à ce que la mort les sépare. La détective est déjà morte. Dans une rue fortement gardée, Kimi, l'assistant autoproclamé du grand détective, se cache derrière une grande caisse en bois dans l'allée. Siesta dit sarcastiquement à Kimi de s'occuper du sbire pendant qu'elle s'attaque au chef, mais Kimi n'est pas d'accord. L'insouciante Siesta ignore les paroles de Kimi et met le plan à exécution. Kimi est devenu l'assistant de Siesta, combattant les maux du monde à ses côtés. Ils ont passé les 3 années suivantes dans un magnifique voyage. Kimi pense qu'1 an s'est écoulé depuis la fin de ses jours étourdissants avec Siesta. Il est maintenant en dernière année de lycée et il s'est complètement immergé dans la vie quotidienne tiède qu'il a toujours désirée. Il conclut que ce n'est pas un problème puisqu'il ne dérange personne et que la détective est déjà morte. Plus tard ce jour-là, une fille que Kimi n'a jamais vue de sa vie lui attrape la cravate et le menace. Il se demande pourquoi elle fait ça, mais elle demande au lâche pourquoi il ne fait rien. Elle confirme son identité et lui demande s'il est le grand détective dont elle a entendu parler. Kimi, qui n'aime pas ça, dit qu'elle s'est trompée de personne et essaie de s'excuser. La garce persistante et agaçante lui tire la cravate et plonge sa main dans sa bouche.
C'est incroyablement dégoûtant. Elle lui demande de lui répondre correctement avec un fil attaché. Elle reconfirme son identité et lui demande de répondre, mais le gars ne peut pas parler avec la main dans la bouche. Elle retire sa main et l'insulte d'avoir bavé sur ses doigts alors qu'ils viennent juste de se rencontrer. C'est une putain de psychopathe. Kimi, à genoux, se demande ce qui se passe et ce qu'il a fait pour mériter ça. La fille s'approche et le serre dans ses bras. Le pauvre loser ferme les yeux mais s'échappe précipitamment de son étreinte. La fille le taquine mais il lui dit de ne pas utiliser son corps pour jouer. La fille tend la main à Kimi et se présente comme Natsunagi Nagisa. Mais il lui dit de se laver les mains d'abord. Plus tard, l'agaçante Nagisa nettoie sa main avec une serviette et dit à Kimi qu'elle a une requête pour lui. Elle dit qu'elle cherche quelqu'un et demande si Kimi est détective. Kimi dit qu'il ne l'est pas et Nagisa déverse aussitôt des journaux liés à ses précédents travaux à l'école. Elle lui montre un blog intitulé « Un garçon a sauvé des vies » sur son smartphone pour réaffirmer qu'il est un grand détective. Kimi, désintéressé, soupire et demande qui est la personne qu'elle cherche. Nagisa demande s'il sera le détective pour cette affaire et Kimi répond qu'il ne sera jamais détective. Il propose d'être son assistant, ce que Nagisa trouve hilarant. Il demande qui elle cherche et Nagisa dit qu'elle a besoin de lui pour découvrir qui elle cherche. Kimi la regarde, confus. Le soir, Nagisa parle à Kimi de la personne qu'elle cherche alors qu'ils sont assis ensemble dans un café. Elle dit qu'elle ne sait rien de cette personne mais qu'elle doit la rencontrer. Kimi commence ses recherches et nomme l'inconnu X. Il demande quand elle a commencé à ressentir le besoin de voir X et Nagisa répond « il y a 1 an ». Il demande ce qui s'est passé alors et Nagisa dit qu'elle a vu X quand elle était sur le point de mourir. Elle dit qu'elle n'est pas morte et se corrige en affirmant qu'on lui a donné la vie. Elle a eu une transplantation cardiaque, elle parle de ses problèmes cardiaques fatals d'enfant et qu'elle a commencé à penser à X après la greffe. Le détective malin qui prétend ne pas en être un dit que c'est un transfert de mémoire. Il lui explique le concept et note que X est quelqu'un que le propriétaire original du cœur veut voir. La tête de mule, Nagisa, dit que c'est fou mais Kimi explique davantage avec d'autres cas similaires. Nagisa comprend le concept et Kimi dit que X est probablement quelqu'un de proche du donneur de son vivant. Kimi dit que le problème est résolu et se lève pour partir mais la peste lui demande où il va. Kimi réaffirme la conclusion que c'est le propriétaire du cœur qui veut rencontrer X et non elle. Nagisa serre les dents quand Kimi dit que ça ne la concerne pas et elle déclare que si. Elle pose sa main sur sa poitrine et commence à s'emporter, expliquant qu'elle veut rencontrer X pour remercier le donneur de lui avoir donné la vie. Elle jette sa serviette au visage de l'idiot. Elle s'approche de lui et lui demande de l'aider, mais le nigo dit que ce n'est pas gratuit. La fille désespérée et folle dit qu'il a déjà touché sa poitrine et appelle ça un paiement, mais Kimi appelle ça de l'extorsion. Un autre jour fatidique, Kimi attend dans un endroit et regarde sa montre. Nagisa arrive sur les lieux et le tapote par derrière. Le stupide pervers la fixe et ils entament une conversation sur ses melons. Kimi affirme que la conversation lui donne une sensation de déjà-vu, mais Nagisa prétend qu'elle mourra si elle a cette conversation plus d'une fois. Un trouble-fête passe en courant et bouscule Kimi au passage. Quelqu'un crie que l'homme est un voleur, et Nagisa est choquée de voir que Kimi a déjà attrapé le voleur. Plus tard, la police vient arrêter le voleur et interroger. Une policière rousse parle à Kimi. Elle dit qu'il est impliqué dans environ 70% des crimes qui se sont produits là, et Kimi répond que c'est sa nature. Elle demande s'il agit seul, mais l'insensible Nimrod affirme qu'il est hors de portée. La dame résume ses paroles par la phrase « Les morts ne parlent pas » et l'agaçante Nagisa, debout à côté de Kimi, lui donne un coup de pied dans la jambe. Nagisa demande à Kimi qui est cette dame, Fubi se présente et Nagisa confirme qu'elle est policière. Kimi informe Nagisa du poste de Fubi et affirme que c'est elle qu'ils veulent rencontrer. Kimi dit aussi à Phoebe que Nagisa est la fille dont il lui a parlé. Nagisa s'incline et se présente à Phoebe. Phoebe demande pourquoi ils lui ont apporté cette affaire et Kimi affirme qu'il croit qu'elle peut le faire grâce à sa détermination, de grandes compétences en flatterie qu'il a là. Après avoir briefé Phoebe, elle dit qu'elle n'est pas médecin et leur demande de s'adresser à quelqu'un d'autre. Nagisa la supplie de l'aider mais la fumeuse désintéressée et nonchalante dit qu'elle est occupée. Phoebe dit qu'elle a des projets pour atteindre la grande maison et affirme que ça ne la regarde pas s'ils décident de la suivre. Dans une prison, Phoebe leur dit qu'elle a du travail à finir à l'étage et déverrouille une porte de prison avant de partir. La lente Nagisa réalise que ce n'est pas une grande maison et Kimi dit que c'est une prison. Nagisa lui tire les oreilles et Kimi explique que grande maison est un argot pour prison. Ils marchent vers l'entrée de la salle de prison intérieure et Nagisa demande qui ils vont rencontrer. Kimi dit que c'est un vieil homme qui a abandonné son humanité. La porte s'ouvre et Bat accueille le détective de génie. Kimi répond qu'il n'est pas détective alors qu'il entre avec Nagisa. Le Bat aveugle entend sa voix et appelle Kimi Watson, ce qui fait se demander à Kimi si ses yeux fonctionnaient encore. Après leur conversation futile, Kimi dit à Bat qu'ils sont là pour parler. Le criminel ennuyé accueille la conversation et demande à Nagisa pourquoi elle est nerveuse. Notons qu'il est maintenant aveugle mais peut toujours entendre le rythme cardiaque des gens. Bat dit que ce n'est pas son genre et Kimi demande de quoi il parle. Il présente Nagisa à Bat et elle lui dit qu'ils sont venus poser des questions sur son cœur. À l'étage supérieur de la prison, Phoebe fait de la paperasse et fume sa cigarette.
Après avoir briefé Bat sur le problème cardiaque, Nagisa demande de l'aide pour trouver le propriétaire du cœur. Kimi remarque qu'elle s'inquiète et agit comme un saint Thomas. Il parle à Nagisa de Bat, qui n'est pas un humain ordinaire, et de sa relation avec Spess. La stupide et ignorante Nagisa ne comprend pas ce qu'il dit jusqu'à ce que Bat sorte un tentacule androïde de son oreille. Bat lui dit que le monde est vaste et explique sa capacité de super oui. Kimi affirme que la capacité de Bat pourrait être utile et lui fait savoir qu'il connaît bien Bat. Bat rit et parle de la bagarre nostalgique qu'il a eue avec eux deux il y a 4 ans. Ces mots surprennent Nagisa, mais elle dit à Kimi qu'elle ne veut pas que l'oreille bizarre de Bat écoute son cœur. Bat rit en expliquant comment fonctionne son oui et affirme qu'il a identifié son cœur. Cela choque les deux idiots venus le voir pour ça et Kimi pose des questions. Le psychopathe, toujours enchaîné derrière les barreaux, attaque Nagisa avec son tentacule après avoir affirmé qu'il ne pouvait pas se donner la peine d'expliquer, mais il s'arrête avant de percer la poitrine de Nagisa. Le tentacule commence à se désintégrer et Kimi se souvient immédiatement de la même scène avec Siesta. Le lâche recule et leur dit d'arrêter. Il pense que c'est une sorte de sketch. Le pauvre idiot incrédule se comporte cette fois comme un saint Thomas, mais Bat lui dit que le déni n'est jamais une bonne chose. Bat dit qu'il a cru que Nagisa était Siesta quand ils sont entrés et Kimi se souvient comment Bat a fait référence au détective de génie à leur arrivée. Nagisa pense dans le même sens que Bat et parle de la façon dont elle a serré Kimi dans ses bras lors de leur première rencontre. Elle conclut que c'était la propriétaire du cœur, Siesta, qui voulait le serrer dans ses bras et non elle. Kimi la regarde mais dit que tout est une coïncidence. La Nagisa en colère serre les dents et le gifle violemment. L'idiot insensible demande si c'était Siesta qui voulait le gifler, mais Nagisa affirme que c'était son choix. Elle lui dit de ne pas rejeter ça comme une simple coïncidence et commence à parler du désir de Siesta, de le voir même après la mort. Elle affirme qu'elle et Siesta l'ont cherché en pleurant et fait la morale à l'idiot sur leurs sentiments. Kimi la serre dans ses bras et demande si Siesta est là. Il commence à parler de la vie trépidante quand il était son assistant et demande à l'idiote pourquoi elle est morte la première. Plus tard dans la soirée, ils en informent Phoebe et elle affirme être contente que ça ait marché. Kimi demande si elle le savait depuis le début et son visage pâle trahit son secret. Fuji regarde Nagisa et dit qu'elle ne peut pas forcer une fille à faire un travail de détective, puis s'en va comme si elle fuyait la réalité. Kimi s'approche de Nagisa et la remercie. Il lui dit de vivre comme elle veut et de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Après lui avoir parlé, il se retourne pour partir, mais Nagisa essaie de l'appeler. Quelqu'un lui attrape la chemise et Kimi se retourne pour voir une autre fille avec un cache-œil, habillée comme une otaku. La fille dit qu'elle a besoin d'un grand détective pour quelque chose. Au milieu de la rue, la fille à l'allure d'otaku qui empêche Kimi de partir dit qu'elle est une idole et qu'elle a besoin d'un grand détective. Le nigo dit qu'il n'est pas détective, ce qui laisse la fille perplexe. Nagisa s'excuse et dit à la fille que ce fainéant de mec n'est qu'un assistant. Nagisa prétend être une détective de génie, elle veut tellement suivre son cœur. Kimi pense que le rêve de la détective ne meurt jamais, même si elle est déjà morte. La fille se présente comme Saikawa Yui, une idole. Elle leur dit qu'elle a besoin d'eux pour empêcher le vol d'un saphir de 3 milliards de yens. Nagisa et Kimi sont choqués, tandis que les passants, des trains de savate, les fixent. La stupide et insensible Yui commence à leur en parler, mais Kimi l'empêche d'en dire plus car ils sont dans un lieu public. Une publicité sur le grand panneau d'affichage électronique du quartier commence à parler de Yui. Les filles qui l'animent font la promotion de la tournée live de Yui la semaine prochaine. Kimi, qui utilise toujours sa main pour couvrir la bouche de Yui, demande si elle est la vraie. La tête en l'air mord la main de Kimi et s'enfuit. Kimi l'arrête et essaie de la calmer tout en la manipulant comme un fan malade. Elle le traite de pervers et demande si ce sont eux qui ont envoyé la note, celle concernant le vol du saphir. La coucou ignorante crie à quelqu'un d'appeler la police, mais Kimi, trop confiant, dit qu'il est proche de la police. Yui, la tête de l'inote, dit que tout le pays est corrompu et pervers. Kimi essaie de se défendre de ces accusations, mais Nagisa affirme aussi absurdement qu'il est un pervers. Après cette étrange conversation, Nagisa suggère qu'ils se rencontrent le lendemain et Yui accepte. Elle leur fait signe de la main et s'enfuit de la scène. Kimi demande à Nagisa si elle va être détective et elle affirme que oui. Elle explique comment son corps s'est mis en mouvement avant qu'elle ne puisse réfléchir et Kimi pense que toute cette situation met son cerveau mort en mode surmultiplié. Il suppose que Siesta aurait dit qu'il était sentimental si elle avait entendu ses pensées pathétiques. Nagisa lui dit qu'elle a hâte de travailler avec lui, ce à quoi Kimi répond en bégayant. Elle s'éloigne après leurs adieux gênants. La nuit, Nagisa réfléchit à sa situation et à la façon dont son identité semble s'être juste établie. Pendant son enfance mouvementée, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle désirait à cause de ses problèmes de santé. Elle avait décidé de ne plus avoir de souhaits, mais a soudainement trouvé un but il y a 1 an. Elle explique comment son cœur a crié pour rencontrer quelqu'un désespérément, ce qui l'a poussée à trouver Kimi. Elle se souvient de sa première rencontre avec lui et dit qu'il est sa source d'espoir. Mais l'idiot, sans esprit et apathique, semblait avoir abandonné. Elle pense aux choses incontrôlables qu'elle a faites autour de lui et les appelle des erreurs. Elle se souvient quand Kimi lui a dit de vivre sa vie même si le cœur appartient à quelqu'un d'autre, et elle décide de prendre un nouveau départ. Le lendemain, l'idole au faible QI s'excuse auprès de Nagisa et Kimi de s'être énervés lors de leur première rencontre. Kimi se plaint de la longue table qui la sépare d'eux, mais la fille stupide affirme que ce n'est pas un problème.
Kimi dit que sa maison est bizarre, Kimi demande à propos de l'œil qu'elle couvre avec un cache et Yui dit que c'est son personnage. Elle affirme que toutes les idoles ont des personnages. Yui s'excuse de les avoir appelés soudainement chez elle car il manque de temps. Au moins, ils sont maintenant assis plus près les uns des autres. Nagisa dit que ça va et se lève avec confiance pour dire à Yui qu'elle s'occupera de tous ses problèmes. Kimi se demande d'où vient sa confiance. Nagisa demande à Yui les détails. Yui parle d'une lettre qui leur a été envoyée, qu'une femme de chambre apporte sur les lieux. La détective autoproclamée Nagisa l'ouvre et en lit le contenu. Les voleurs ont l'intention de dérober le saphir le jour du concert de Yui au Dôme. Kimi prend la lettre pour la vérifier aussi et suggère que les voleurs sont gentils de laisser un petit conseil. Yui dit qu'elle veut qu'ils empêchent que cela se produise. Nagisa affirme qu'elle comprend et demande des précisions sur le saphir, que Yui prétend être un héritage familial nommé Saphir Miracle. Kimi suggère d'augmenter les agents de sécurité autour de la maison, puisque les voleurs ont précisé quand ils viendront. Kimi fait référence aux gardes du corps dans la pièce, mais Yui dit que ce sont ses fans inconditionnels qui veulent pas la voir se produire. Les gardes du corps inutiles prennent des poses bizarres et se pavanent comme des otaku. Kimi dit que les idiots doivent trouver d'autres emplois et se lève pour partir car il semble qu'elle se moque d'eux. Nagisa l'empêche de partir et lui fait savoir que la paix sera bonne. Eh bien, c'est une idole et sa maison a l'air super exotique. Après l'avoir écouté, Kimi décide que l'argent est important. Kimi demande à Yui s'ils devront juste protéger le coffre-fort le jour de son concert et elle affirme que oui. Il s'assied et demande pourquoi elle n'a pas contacté la police. Yui affirme que la police n'agirait pas sur de simples menaces écrites. Yui prétend que le visage de Kimi suggère qu'elle devrait les soudoyer, elle l'insulte et il essaie de se justifier. Le gars dit toujours qu'il a eu l'idée du pot de vin. Kimi demande à Yui pourquoi c'est elle qui fait la demande et non ses parents puisque c'est lié à l'héritage familial. Yui répond que ses parents sont morts il y a 3 ans et qu'elle est la chef de la maison Saikawa. Après leur discussion, Yui les emmène dans une grande pièce abritant des héritages. Elle leur montre le saphir et leur parle de la sécurité hermétique de la pièce. Le curieux Kimi remarque le comportement étrange de Nagisa et lui dit d'aller aux toilettes. Nagisa est choquée et Yui appelle ça l'une des compétences perverses de Kimi. Nagisa quitte précipitamment la pièce pour trouver la salle de bain. Kimi se promène dans la pièce et regarde les autres héritages. L'agaçante Yui lui chuchote à l'oreille, ce qui l'effraie, et elle commence à le taquiner. Elle lui demande à plusieurs reprises s'il est tombé amoureux d'elle ou s'il est devenu son fan. Elle rend difficile pour Kimi de savoir quand elle plaisante et quand elle ne plaisante pas. Il conclut qu'elle se moque de lui. Kimi demande si la menace pèse lourdement sur son esprit puisque son concert est dimanche prochain. Yui, qui a l'air sombre, dit que ça va parce qu'elle n'est pas seule. Elle sourit et appelle Kimi un gentil garçon, au moins sa perception de lui change. Kimi, qui n'est pas doué pour les compliments, dit qu'il veut regarder un peu plus la pièce et elle le laisse faire. Le soir, Nagisa et Kimi rentrent dans une rue bien éclairée. Kimi pose des questions sur l'affaire et Nagisa dit que ce n'est pas ce qu'elle imaginait du travail de détective. Elle dit que le travail de détective est difficile et ses pensées précédentes à ce sujet ressemblaient plus à un travail de bricoleur. Nagisa lui raconte qu'elle a fait un rêve où elle a rencontré la magnifique Siesta. Elle dit qu'elles se sont énormément disputées et l'idiot en conclut qu'elles se sont battues pour lui. Yui, toute gênée, affirme que ce n'est pas à cause de lui et ajoute que Siesta leur a dit de faire de leur mieux ensemble. Kimi aborde le sujet du maillot de bain dont ils discutent. Elle, toute rayonnante, invite le bonnet ignorant à la plage après la mission. Il lui dit de ne pas porter la poisse et elle lui assure qu'elle ne mourra pas. Elle s'approche de lui répète qu'elle ne mourra pas, puis le laisse seul. Elle appelle ça une promesse et Kimi répond d'accord avec un sourire. La veille du concert de Yui, Kimi presse Nagisa alors qu'il se dirige vers le lieu de répétition de Yui. Nagisa s'arrête pour reprendre son souffle et demande à Kimi pourquoi il n'est pas venu depuis leur rencontre avec Yui. Le crétin est habillé comme un fan et elle l'interroge à ce sujet. L'idiot est devenu un fan inconditionnel en quelques jours seulement. Son comportement obsédé par Yui l'agace et elle maintient le pauvre idiot négligé dans une prise de lutte. Kimi abandonne et Nagisa lui rappelle leur affaire initiale qui est de protéger le saphir. Kimi utilise le fait qu'ils garderont le saphir le jour du concert pour convaincre Nagisa de le laisser assister à la répétition de Yui. Elle cède à ses stupides excuses et ils entrent dans la salle de concert. Yui chante sur scène tandis que Kimi hurle comme un fan d'idole obsédé. Nagisa regarde le bonnet avec incrédulité. Yui termine la chanson qu'elle interprète et parle de la suivante. Kimi parle aussi de la chanson suivante à Nagisa. Le gars se comporte vraiment comme s'il était fan depuis des années. Nagisa donne son avis sur le système de nommage des chansons, mais le stupide otaku lui parle d'un seau qui sera brisé quand Yui chantera le dernier couplet. Il considère ça comme le secret de Yui. Yui mentionne le nom de la chanson et commence sa performance. Après la répétition, le duo discute de la prestation professionnelle de Yui. Nagisa remarque un type bizarre qui traque Yui depuis les coulisses et en informe Kimi. Le harceleur pousse Yui au sol et s'enfuit de la zone. Nagisa se lève précipitamment et dit à Kimi de se dépêcher pour que le criminel ne s'échappe pas. Elle court après le criminel et Kimi pense aux émotions qu'elle montre qui ne conviennent pas à une détective. Elle s'est autoproclamée détective, de toute façon. Plus tard, Kimi se dirige vers la scène où Nagisa aide Yui à se relever. L'idole agaçante et insistante appelle Kimi monsieur le pervers, mais il lui dit d'arrêter vu la situation. Kimi dit que les événements du lendemain sont incertains et suggère d'augmenter la sécurité au stade. Il demande à Yui de leur montrer les coulisses plus tard et elle accepte.
Kimi pense à l'importance de la logique dans les actions d'un détective et tend la main pour aider Yui à se relever. Il lui demande si elle peut se tenir debout et elle acquiesce en le remerciant. Elle prend sa main et il la tire vers le haut. Kimi conclut en son fort intérieur que Yui ment. Dans un taxi en mouvement, Nagisa demande à Kimi si ce qu'il lui a dit la veille est vrai. Kimi affirme sarcastiquement et lui demande de quoi elle s'inquiète. L'incompétente détective autoproclamée dit qu'elle est plus préoccupée par le fait que Kimi résolve l'affaire alors que c'est elle la détective. Kimi dit quelques mots pour la rassurer tout en pensant à quel point il se sentait inutile en tant qu'acolyte autrefois. Il décide de travailler plus dur pour que le cœur de Nagisa ne soit pas contrarié par lui. Kimi regarde sa montre et dit que c'est l'heure du lever de rideau. Nagisa, l'ignorante, demande de quoi il s'agit et il lui rappelle ce qu'il lui a dit. Elle remet en question son jeu d'acteur et prétend qu'il était super dégoûtant. Le type agissait comme un fan inconditionnel de Yui la veille. Kimi se plaint d'être traité de super dégoûtant et se souvient qu'ils n'ont pas le temps pour de telles futilités. Il dit au chauffeur de se dépêcher à cause du concert. Nagisa en conclut que son obsession pour Yui n'est pas un jeu d'acteur. À l'endroit où le taxi est garé, le chauffeur se tient à l'extérieur de la voiture avec deux hommes inconscients au sol. Kimi et Nagisa entrent en courant dans le stade de concert par l'arrière et ils discutent de leur manque d'effectifs puisqu'ils ne sont que deux. Ils évoquent aussi les endroits potentiels où les harceleurs pourraient se cacher. Ils atteignent une porte qui mène à la salle de concert. Dans la salle sombre, les fans agitent leurs bâtons lumineux verts et chantent avec Yui qui se produit sur la scène éclairée. Kimi s'exclame et dit que la performance live de Yui est d'un tout autre niveau comparé à la répétition. Nagisa, jalouse, demande à Kimi où est leur place mais il répond qu'ils n'en ont pas. Les idiots n'ont même pas acheté de billets. Kimi suggère qu'ils regardent autour d'eux. La police arrive devant le stade et Phoebe descend d'une voiture en se plaignant de la façon dont Kimi fait travailler les gens. Elle se dirige vers le stade avec quelques officiers. À l'intérieur du stade sombre, les fans acclament Yui alors qu'elle termine une chanson. Elle communique avec ses fans pendant que les deux idiotes se promènent à la recherche d'indices. Kimi dit à Nagisa que tout ce qui doit arriver se produira quand Yui interprétera la chanson intitulée Saphir Fantôme. Il dit que ce n'est pas encore l'heure de la chanson, mais il est stupéfait quand il voit que c'est la suivante. Il dit à Nagisa que l'ordre des chansons a changé et il court précipitamment dans la salle. Yui commence à interpréter la chanson tandis que les fans l'encouragent. Kimi et Nagisa se séparent pour couvrir plus de terrain dans leur recherche. Kimi pense qu'il pourrait ne pas être capable de protéger Yui et à quel point ses oreilles sont inutiles à cause de tous les fans qui hurlent. Dans tout ce chaos, il se souvient de Louis surdéveloppé de Bat et lui demande où se trouve l'assaillant, espérant que sa voix l'atteigne. Il reçoit un message de Bat et vérifie l'emplacement de l'assaillant. Il regarde autour de lui et voit l'assaillant avec une arbalète pointée sur Yui et il court vers la scène. À l'extérieur de la salle, Bat, qui est le chauffeur de taxi, fume et sourit en consultant son smartphone. Kimi continue de courir en pensant que le plus profond secret de Yui va être révélé. Quoi qu'elle cache derrière son cache-œil, Yui continue de chanter et retire son cache-œil. Le saphir miracle d'une valeur de 3 milliards de yens est l'œil gauche de Yui. Kimi espère arriver à temps, mais un garde ignorant l'arrête. Kimi essaie de dire à cet imbécile qui ne fait que son travail que Yui est en danger, mais il ne bouge pas. Nagisa se précipite sur ce pauvre type et le pousse au sol, permettant à Kimi de continuer à courir vers la scène. Yui termine la chanson et l'assaillant tire un carreau sur son œil gauche. Kimi la pousse au sol et le carreau frappe le mur. Yui regarde Kimi qui halète au-dessus d'elle. Dans la salle de repos, Yui dit au duo de détectives que c'est sa faute d'avoir caché des choses. La détective Nagisa, pas très futée, dit qu'elle ne comprend absolument rien. Yui dit que c'est compréhensible et retire son cache-œil pour leur raconter toute l'histoire. Yui parle des yeux artificiels et comment son œil gauche était aveugle de naissance. Elle raconte comment cela a affecté son estime de soi enfant, mais ses parents lui ont donné l'œil de saphir. Ce qui a tout changé, elle a même commencé sa carrière d'idole à ce moment-là. Elle dit qu'elle se sentait vivante, mais sa vie d'idole sans accroc n'a pas duré longtemps car ses parents sont morts quand elle avait 11 ans, il y a 3 ans. Ils lui ont laissé une fortune considérable et l'œil de saphir. Elle dit que cet œil est devenu son trésor caché, c'est pourquoi elle le couvre d'un cache-œil et ne le révèle que lors de ses grandes performances scéniques. Elle veut que ses parents, là haut au ciel, la remarquent. Yui affirme qu'elle ne s'attendait jamais à ce que des criminels le ciblent et félicite les détectives d'avoir tout compris. Elle s'incline pour les remercier, mais Nagisa essaie de l'arrêter. Kimi réfléchit à l'issue de l'affaire, il décide de ne pas fermer les yeux et de ne pas la conclure de cette manière. Il demande à Yui si elle ne s'inquiète pas de la pénalité pour ne pas avoir réussi à le tuer, lui et Nagisa. Yui reste imperturbable tandis que Nagisa semble déconcertée. Yui essaie de faire l'ignorante et la détective inutile, Nagisa, réprimande Kimi d'avoir dit ça après que Yui leur ait révélé son secret. Kimi affirme que Yui leur a bien dit son secret mais prétend qu'elle n'a pas avoué son mensonge. Le téléphone de Kimi sonne et il répond à l'appel de Phoebe. La fumeuse invétérée se plaint des ennuis supplémentaires qu'il leur cause toujours et parle du détonateur à retardement qui était relié à des explosifs à l'intérieur du coffre que Kimi et Nagisa devaient garder. Elle affirme qu'ils auraient été réduits en miettes. Kimi, qui a pris l'appel en mode haut-parleur, remercie Phoebe et met fin à la conversation. Nagisa l'interroge à ce sujet et Kimi lui dit qu'il y avait 2 cibles. L'une était l'œil gauche de Yui et l'autre leur vie.
Nagisa demande plus d'explications et Kimi lui fait savoir que Yui connaissait le plan et les attirait dans le coffre. L'agaçante et stupide Nagisa demande des preuves et Kimi lui dit que Yui n'a pas informé la police de la menace par lettre. Source: Fubi. Cela signifie que Yui les a contactés dans un but spécial plutôt que la police. Nagisa se demande pourquoi une idole ferait ça, et Kimi dit qu'elle n'est pas avec Spice, mais qu'elle est menacée par eux pour dissiper les pensées confuses de Nagisa. Kimi dit à l'idole impuissante et sans défense que les Spice ne sont pas des gens gentils, qui la laisseraient en vivre, même si elle accomplit la mission. Nagisa demande pourquoi Spice essaie de détruire l'œil, et Kimi compare l'œil artificiel à l'oreille de Bat. Il dit que l'œil peut voir à travers les objets, et le confirme en demandant ce que Yui voit. Yui demande si c'est pour de l'autodéfense et tous deux sortent des pistolets. Kimi félicite Yui d'avoir gardé son sang-froid après avoir vu une arme sur lui et note que Yui a été trompé par les salauds qui ont fait de lui et Nagisa les méchants. Kimi explique la stratégie des ignobles méchants et demande à Yui si ce sont eux qui lui ont donné l'arme qu'elle tient. Yui dit qu'elle l'a achetée elle-même et demande à Kimi comment il l'a découvert. Kimi explique comment il l'a étudiée en la comparant à quelqu'un qui manque de vision d'un œil. Yui réalise qu'il ne lui faisait pas confiance dès le début et se souvient qu'il voulait assister à sa répétition. Yui demande s'il a organisé la rencontre avec le harceleur qui l'a bousculé lors de la répétition et l'assistant psychotique affirme en expliquant sa raison. Kimi dit que leurs cartes sont toutes sur table et demande à Yui de baisser son arme. Il fait savoir à l'idiote déconcertée qu'elle aurait perdu son œil gauche s'il n'était pas intervenu et affirme qu'il n'est pas son véritable ennemi. L'idiote indécise se met à pleurer en disant qu'elle savait qu'ils n'étaient ni tout pas ses ennemis. Elle baisse son arme et demande comment elle pourra garder son œil gauche. La pleurnicheuse dit qu'elle ne pourra pas traverser les jours sombres à venir sans lui, puisque ses parents sont partis. Kimi réfléchit à la meilleure chose à dire pour aider Yui, qui a combattu l'obscurité. La Nagisa, inutile et grande gueule, parle de leur projet d'aller à la plage une fois l'affaire terminée et demande à Yui, boudeuse, si elle veut venir avec eux. Elle demande à Yui d'être leur amie. Yui lui rappelle qu'elle a essayé de les tuer, mais Nagisa dit que ce n'est pas grave parce qu'ils ne peuvent pas mourir facilement. Yui essaie de refuser, mais Nagisa continue de l'embêter. Yui dit qu'être ami résoudrait le problème et leur causerait plus d'ennuis. Kimi prend l'arme de Yui et dit quelques mots pour la réconforter. Les gars sont toujours là pour gérer les dégâts avec ces filles agaçantes. Ils demandent à Yui de devenir leur camarade et elle accepte volontiers. Au milieu de la rue, une fille blonde voit le panneau d'affichage électronique qui diffuse la nouvelle du sauveur de l'idole. Elle regarde un pendentif contenant une photo d'elle et de Siesta. Elle se souvient du temps où elles étaient en mer ensemble. La fille sans fille blonde, idiote et stupide, qui appelle toujours Siesta Madame, demande pourquoi elle doit faire équipe avec Kimi. Elle dit qu'elle préférerait se jeter à la mer plutôt que de travailler comme sa partenaire. Quelle garce condescendante, vraiment. Kimi essaie de la calmer mais la stupide fille continue de râler. Siesta dit que c'est temporaire et appelle la crétine Char. Elle appelle la sotte et lui tapote la tête comme un chien fidèle. Siesta explique l'intention derrière le fait de les faire travailler ensemble. Kimi est intelligent mais faible et Char est forte mais stupide. Un duo parfait. Char exprime son inquiétude, mais Siesta leur rappelle qu'elle est 10 fois plus forte que Char et 100 fois plus intelligente que Kimi. Elle espère qu'ils s'entendront à l'avenir et ce jour-là, la détective As est morte. Des policiers arrivent dans l'enceinte d'une église. À l'intérieur de l'église, Kimi et Siesta regardent un cadavre. Siesta dit que c'est l'œuvre de Cerbère et le lâche se couvre le nez. Il demande qui est Cerbère. Siesta remarque sa voix étrange, mais le faible dit qu'il n'est pas doué pour gérer le sang. Après avoir taquiné son petit cul fragile avec un petit miroir, Kimi demande qui est Cerbère. Siesta dit que c'est le chien de garde des enfers qui se nourrit de cœurs humains. Le cœur du cadavre devant eux a disparu. Kimi et Siesta sortent de l'église et rencontrent Phoebe qui fume dehors. Cette garce est la version féminine de Snoop Dogg car elle fume tout le temps. Kimi remarque que c'est une zone non-fumeur et elle lui tend la cigarette. Elle les informe de son vol de retour au Japon et Kimi lui demande ce qu'elle fait là en premier lieu. Phoebe leur parle de son transfert qui s'est terminé la veille et dit qu'elle leur laissera le sale boulot. Plus tard, Kimi jette la cigarette de Phoebe et retrouve Siesta assise sur un banc à l'extérieur. Siesta demande ce qu'il tient et il lui montre le briquet qu'il a eu de Phoebe parce qu'elle a arrêté de fumer. Siesta le taquine à ce sujet mais il se justifie et ramène le sujet du tueur en série. Kimi s'assied à côté de Siesta et l'interroge sur le mobile de Cerbère. Siesta donne ses suggestions, ce qui pousse Kimi à demander si Spice est impliqué. Siesta dit qu'ils le sauront s'ils attrapent le coupable. Kimi l'interroge sur son plan et Siesta prétend tout savoir sur l'affaire. Il s'y attendait, Kimi utilise l'affaire de Bat pour insister et devine que Cerbère a un nez reconstruit. Kimi demande comment ils vont attraper Cerbère, mais Siesta lui fait savoir que ce sera l'inverse. Le crétin réalise qu'elle veut l'utiliser comme appât pour attirer Cerbère, ce que Siesta affirme sarcastiquement. Siesta se lève et suggère qu'ils fassent des plans autour d'un thé, ce qui amène des discussions futiles liées à leurs habitudes alimentaires et de sommeil. Dans un hôtel, la nuit, Kimi est allongé sur son lit, écoutant Siesta se remémorer leurs 3 années passées ensemble au téléphone. Le trouillard lui dit de ne pas être nostalgique et lui rappelle de venir le sauver avant qu'il ne se fasse tuer.
Kimi s'approche de la fenêtre et demande si Cerber va venir, ce que Siesta confirme. La détective folle, debout au sommet d'un immeuble, dit qu'elle a un plan et parle des chances de survie de Kimi. Le gars se plaint des faibles chances, mais elle dit qu'elle restera au téléphone avec lui pour qu'il ne se sente pas seul. Tard dans la nuit, Kimi dort dans la pièce sombre et quelqu'un entre. La personne s'approche du lit et essaie de toucher Kimi, mais le petit malin attrape la main et plaque la dame sur le lit. Il parle comme un fou confiant qui a une prime sur sa tête, mais il remarque que c'est Char, l'apprenti de Siesta. Il demande pourquoi elle est là et suggère que Siesta l'a envoyée. Char affirme et se plaint de la façon dont ce bâtard fou l'a plaqué sur le lit, mais il essaie de se justifier. Char continue de se plaindre et commet une gaffe en appelant Siesta par son nom. Kimi le remarque et demande à Char qui elle est. Char se transforme en un homme musclé, ce qui laisse Kimi stupéfait. L'homme dit que son sang crie à cause de la pleine lune. Il se transforme en loup-garou et dit qu'il va prendre le cœur de Kimi. Kimi dit que c'est Cerber et le monstre menaçant le charge et utilise le drap de lit pour le distraire. Cerber déchire les draps avec ses griffes et Kimi en profite pour le frapper avec une chaise en bois. Il réalise qu'il n'est pas de taille face au monstre surpuissant. Cerber le projette violemment contre un mur et un briquet tombe de sa poche. Kimi le remarque et le ramasse. Il l'allume et le jette sur le lit entre eux. Le lit prend feu, mais le système d'extinction automatique gâche son plan illusoire en éteignant l'incendie. Kimi pense qu'il doit gagner du temps. Cerber reconsidère son opinion sur le sous-fifre qui se débrouille bien. Kimi demande quel est son but, mais le monstre sans cervelle prétend n'avoir aucun mobile, il ne fait que suivre des ordres et tuer Kimi fait partie de sa mission. Il dit à Kimi de se préparer et le charge. Kimi, qui se tient comme un rat acculé, entend la voix de Siesta depuis son téléphone. Elle dit à l'idiot incompétent de se baisser, la fenêtre derrière Kimi se brise et Siesta apparaît avec son pistolet en argent. Elle tire sur Cerber et lui donne un coup de pied au visage, le projetant au sol. Kimi, surpris, garde son sang-froid et demande pourquoi elle a mis tant de temps. Siesta dit que c'est bon parce qu'elle est arrivée à temps. Cerber demande pourquoi il n'a pas pu sentir son odeur et Siesta parle du gaz spécial dans la pièce. Kimi réalise, d'après ses mots, qu'elle avait tout anticipé, y compris ses actions qui ont mené à leur situation actuelle. Kimi dit que ses préparatifs étaient extrêmes, comme d'habitude, mais elle répond qu'elle avait confiance qu'il ferait tout ce qu'il a fait. Siesta déclare sa victoire et dit à Cerber d'abandonner, mais le perdant utilise un tissu comme feinte pour s'échapper. Il s'échappe de Siesta sous la forme d'un jeune garçon et se transforme en loup-garou pour assommer le pauvre Kimi alors qu'il tente de l'empêcher de fuir. Cerber se tient à la fenêtre et dit qu'il a besoin d'un cœur battant de plus pour accomplir sa mission. Quelqu'un dit que son cœur fera l'affaire et coupe la tête de Cerber avant même qu'il ne puisse réagir. Siesta pointe son arme vers la fenêtre et dit à son faible assistant de faire attention. Une fille est assise à la fenêtre et dit à Siesta que c'est leur première rencontre. Elle secoue le sang sale de Cerber de son épée. La fille se présente sous le nom de code Hell. Kimi remarque qu'elle a un nom de code et Siesta révèle qui est elle, la chef suprême des Spies. Elle descend et ouvre la poitrine de Cerber. Elle sort un cristal et dit que toutes les pièces ont été rassemblées. Elle parle de son intention de repartir, mais Siesta, qui la pointe avec une arme, dit qu'elle ne la laissera pas faire. Elle intimide Siesta avec des yeux rouges surpuissants, comme Akashi de Kuroko no Basket. Elle apparaît rapidement derrière Kimi, qui s'inquiète pour Siesta et lui dit de venir voir les enfers avec elle. Après un moment, Kimi se réveille dans une pièce sombre où il est attaché à une chaise. Elle arrive et lui demande s'il va bien comme une kidnappeuse attentionnée. Kimi demande pourquoi un ravisseur se soucierait de ça et elle le désigne comme son partenaire. Le modeste bonnet demande quel avantage il aurait en tant que partenaire, mais elle rit de sa faible estime de soi. Kimi dit qu'il ne savait pas qu'elle pouvait rire et elle se décrit comme une fille normale. Il affirme qu'une fille normale ne découperait pas un collègue comme elle l'a fait avec le cadavre de Cerber. Elle répond que Cerber n'est pas un collègue mais un rouage dans son plan. Kimi demande s'il va être utilisé de cette manière, mais elle dit non. Elle sort un livre appelé Écrits sacrés et dit que c'est absolu, comme si elle était une fanatique religieuse. Il parle des feuilles d'Agostia et elle dit que le rite sacré en est issu. Elle dit que son avenir y est écrit, mais remarque son visage qui exprime l'incrédulité. Elle dit qu'il est un aimant à problème et appelle ça sa nature. Kimi, déconcerté, demande comment elle le sait. Elle ferme l'écrit sacré et conclut qu'il fait surgir les problèmes du monde et n'est pas un aimant à problème. Kimi demande de quoi elle parle et elle commence à expliquer ses traits qui provoquent des incidents. Elle appelle Kimi le centre du monde et lui demande d'être son partenaire pour sauver le monde. Kimi note que sauver le monde à sa manière signifie le détruire, mais elle appelle ça le salut. Elle lui dit qu'il la rejoindra plus tard, selon la volonté de l'écrit sacré, mais elle en dit trop en mentionnant son père. La bavarde réalise qu'elle dépasse les bornes et arrête le sujet. Elle affirme qu'il y a beaucoup d'avantages à s'associer avec elle, et lui demande à nouveau. Kimi refuse, et elle décide de lui montrer quelque chose. Les lumières de la pièce s'allument, et il voit un grand monstre menaçant dormir dans une cellule. Il demande ce que c'est, et elle l'appelle une arme biologique. La porte de la cellule s'ouvre, et elle parle à Kimi du souffle spécial du grand gars qui contient des toxines. Kimi demande si elle veut l'utiliser pour le terrorisme et elle confirme. Elle lui dit où ils sont et Kimi remarque qu'elle a de puissantes relations pour organiser un tel site sous le Parlement national.
La petite maligne commence à crocheter la serrure des menottes qui le retiennent à la chaise, tout en discutant avec Hel. Kimi devine leur intention, mais elle la dément et affirme qu'ils ont pris toutes les dispositions pour le monstre. Kimi réalise que c'est le monstre qui mange le cœur que Cerberus récolte. Elle loue son intuition et sort la pierre qu'elle a retirée de la poitrine de Cerberus. Elle dit au monstre nommé Beetlejuice qu'il est temps de se mettre au travail. Elle lui donne la pierre et le monstre se réveille en hurlant. Elle dit à Kimi qu'il doit voir ce qui se passe ensuite en tant que son partenaire, mais le dur à cuire s'échappe de ses liens et dit qu'il l'arrêtera plus tôt. Elle demande ce que son pauvre cul peut faire sans armes et il lui fait savoir que ce n'est pas lui qui va se battre. Ils commencent à sentir des vibrations comme si quelqu'un brisait les murs. Siesta pique une crise en cherchant Kimi, démolissant tout sur son passage en appelant son assistant. Elle panique comme quelqu'un à qui sa personne la plus chère manque terriblement. Elle fait irruption dans la pièce avec un méga surde. Elle ouvre le cockpit, haletante, et appelle Kimi, l'assistant le plus pénible de tous les temps. Kimi sourit et dit que faire semblant d'être calme n'est pas convaincant. Kimi demande comment elle a procuré une telle chose, mais la stupide menteuse dit qu'elle l'a vu traîner sur le bord de la route. Kimi dément le mensonge et redemande, mais elle prétend que c'est vrai. La tsundere folle dit qu'elle ne l'a pas eu parce qu'elle était tellement perturbée par son enlèvement. Elle dit qu'elle n'a pas dérangé le gouvernement et a emprunté l'arme humanoïde Sirius qui était en développement secret. Elle pousse son côté tsundere à l'extrême. Kimi dit qu'elle était occupée et désespérée de le sauver, mais la mauvaise actrice essaie de maintenir ses mensonges. Elle les interrompt et dit qu'elle est jalouse de la façon dont Siesta se démène pour son partenaire. Siesta demande pourquoi elle s'engage dans le terrorisme, mais la fanatique religieuse affirme que c'est son destin, comme l'indique l'écrit sacré. Siesta demande l'intention personnelle de Hel, mais elle ne cesse de se référer aux écrits sacrés. Siesta, fatiguée de ses délires fanatiques, dit qu'elle ne la laissera pas poursuivre ses plans pour la ville. Elle affirme qu'ils ne peuvent pas arrêter le destin et le monstre menaçant derrière elle hurle. Siesta fait entrer le pauvre Kimi dans le cockpit exigu et s'assied sur sa jambe. Elle le menace de lui donner une leçon plus tard s'il profite de l'occasion pour la toucher à des endroits bizarres. Elle grimpe aussi sur le monstre Beetlejuice. Siesta commence l'opération de l'arme humanoïde Sirius et lui ordonne de charger. Sirius affronte Betelgeuse et il s'agrippe les mains. Siesta demande à elle pourquoi elle a créé une telle menace et elle demande pourquoi elle les entrave. Siesta active l'une des armes de Sirius et elle le remarque. Elle poignarde le dos de Betelgeuse pour le rendre fou furieux. Betelgeuse repousse Sirius et s'échappe de la scène. Siesta dit à Kimi de bien s'accrocher et elle contrôle Sirius pour les poursuivre. Elle, chevauchant le dos de Betelgeuse, remarque les idiots agaçants qui la suivent et leur lance son épée. L'épée poignarde soudainement Sirius. Siesta commence à esquiver toutes les épées lancées sur eux tout en ripostant avec les armes équipées sur Sirius. Betelgeuse esquive les balles et après plus d'acharnement, elle arrête Betelgeuse pour affronter les nuisibles persistants qui les entravent. Elle se souvient que Siesta a dit que sa mission était de les entraver. Elle demande pourquoi elle travaille comme détective et protège les gens. Elle dit que Siesta Escapame était née pour ça et l'utilise pour expliquer son propre scénario, affirmant qu'elles sont pareilles. Siesta est née pour défendre le monde, elle est née pour le détruire, elle affirme qu'elle obéit à ses instincts et Siesta confirme ses paroles comme un jeu entre le bien et le mal. Elle accepte d'être le mal et lance sournoisement des épées dans les jambes de Sirius. Elle s'échappe par une sortie avec Betelgeuse. Siesta dit à Kimi qu'il est temps de voler, mais le lâche reste sans voix. Elle active le mode vol de Sirius et s'envole du bâtiment pour chercher les catastrophes ambulantes. Elle les voit sur le toit d'un bâtiment où Betelgeuse est sur le point de libérer ses toxines empoisonnées. Siesta essaie de tirer mais Sirius est à court de munitions. Elle dit à Kimi de quitter les lieux immédiatement, quoi qu'il arrive. Elle éjecte son assistant, déconcerté et incompétent de Sirius. Kimi se demande pourquoi et la voit charger Beetlejuice avec Sirius. Il observe la scène insensée tandis qu'il descend en toute sécurité avec un parachute. Après être descendu, Kimi cherche Siesta en toute hâte, mais elle sort en tenant son bras blessé et en taquinant le type inutile. Kimi est soulagé et serre les dents. Siesta se plaint des instructions qu'elle lui a données plus tôt, mais Kimi ignore tout et va vite la serrer dans ses bras. Il la traite de stupide et lui demande pourquoi elle a agi de manière aussi imprudente. Elle essaie de justifier ses actions, mais Kimi dit que c'est absurde. Il parle de leur première rencontre et lui rappelle qu'elle doit le protéger jusqu'au bout. Le gars n'a même pas la confiance nécessaire pour échapper aux espions en son absence. Kimi dit à l'idiote imprudente qu'il ne peut pas survivre sans elle et lui dit de remplir son obligation jusqu'au bout. Siesta dit que personne ne lui a jamais crié dessus et que ses actions l'ont fait sourire. Elle commence à le taquiner en interprétant ses mots comme une proposition. Siesta lui jure qu'elle ne mourra pas volontairement sans lui dire un mot. La bonne humeur est détruite lorsqu'une épée blesse le haut de l'œil gauche de Kimi. Elle se lève des décombres et dit qu'elle ne peut pas mourir encore et que son destin est de gagner à la fin. Elle se plaint de l'écrit sacré et des choses que son père lui a dites. Siesta réalise quelque chose à travers ses mots. Elle active ses yeux rouges et charge Siesta avec une épée. Kimi dit à Siesta d'esquiver car il sait à quel point la capacité de Elle est puissante, mais Siesta ne bouge pas. Le grand inquiet est choqué quand elle se poignarde elle-même à la place.
Siesta, pointant un petit miroir sur elle, dit échec et mat. La stupide perdante commence à se lamenter sur sa défaite et sur la raison de sa naissance. Siesta pointe son arme sur la tête de Hell et lui dit de trouver les réponses en enfer. Hell crie caméléon, ce qui fait que Kimi et Siesta regardent autour d'eux, se demandant si elle appelle un partenaire. Ils se retournent pour voir que le corps de Hell disparaît. Siesta tire sur la perdante psychotique, mais la balle ne l'atteint pas. Kimi se demande si Hell s'est échappée grâce à la capacité de caméléon. Siesta se tourne vers lui et s'excuse avant de tomber au sol. Quelques jours plus tard, Kimi donne à Siesta des pommes coupées en tranches, mais elle se plaint qu'elles ne sont pas juteuses. Il lui dit de ne pas se plaindre et lui rappelle qu'elle n'a blessé que ses jambes et non ses bras. Le pauvre en a marre de la garder. Lors de leur dernière bataille, Siesta a subi une blessure à la jambe qui prendra quelques semaines à guérir complètement et Kimi pense qu'ils ne peuvent pas poursuivre elle à cause de la blessure de Siesta. Siesta remarque l'humeur de Kimi et lui demande s'il va bien, mais il répond sarcastiquement. Elle l'ignore et le taquine puisqu'ils vivent ensemble à cause de sa blessure. Kimi va à la porte, elle rit après avoir remarqué qu'il veut aller lui chercher des pommes plus juteuses. Elle dit qu'il l'aime trop et la main de l'idiot commence à mal fonctionner avec la poignée de la porte alors qu'il ne parvient pas à démentir ses paroles. Elle le taquine mais l'idiot embarrassé lui dit de se taire. Kimi marche dans la rue avec un sac de pommes et conclut qu'il ne dorlotera plus jamais Siesta. Quelqu'un le bouscule et l'une des pommes tombe. Il va la ramasser et remarque une jeune fille endormie dans une boîte. Il dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas été pris dans un problème aussi banal. La fille se réveille et regarde autour d'elle, déconcertée. Elle agit comme si elle se souvenait de quelque chose et dit à Kimi qu'elle va être attaquée. Kimi la regarde sans voix et elle répète. L'aimant à problème pense aux sentiments intensément mauvais qu'il a et demande qui va l'attaquer. La fille le pointe du doigt et l'appelle le coupable. Elle le fait passer pour quelqu'un qui en veut à son corps. Le pauvre innocent est frappé de soupçons sans fondement. Kimi dit que c'est absurde et qu'il n'est pas intéressé par les enfants, comme un homme d'âge moyen. Le gars n'a même pas encore 18 ans. La fille commence à le piquer parce qu'il l'a traité d'enfant, mais il lui dit de se calmer. Il se présente à elle et lui demande son nom. La fille dit qu'elle est Alicia sous forme de question, ce qui fait que Kimi s'interroge. Alicia dit qu'elle a faim et il réalise que la conversation manque de continuité. Alicia mange des pommes et Kimi est choqué par le nombre qu'elle en a mangé. Après avoir mangé, Alicia demande où ils sont et Kimi, perplexe, lui demande pourquoi elle dormait dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Alicia répond qu'elle ne sait pas pourquoi et Kimi se demande si c'est de l'amnésie. Il lui demande si elle se souvient de quelque chose, mais elle ne se souvient que de 17. Kimi le dément à cause de son corps immature, ce qui fait qu'Alicia le voit d'autant plus comme un pervers. Kimi pense à la situation compliquée et suggère d'aller à la police, mais il commence à pleuvoir. Dans l'appartement de Siesta, Siesta en fauteuil roulant mélange des choses comme pour un gâteau. Kimi entre dans la maison et demande ce qu'elle fait. Siesta dit qu'elle fait une tarte aux pommes pour une raison étrange à laquelle Kimi ne peut pas réagir car il n'a pas ramené de pommes. Elle demande où sont les pommes et l'idiot essaie de donner son excuse. Mais Alicia sort en courant, enveloppée dans une serviette, pour demander à Kimi une serviette plus courte. Siesta voit Alicia et regarde Kimi. Elle sourit et l'appelle un lolicon, quelqu'un qui aime les petites filles. Après avoir briefé Siesta sur la situation, elle affirme qu'elle comprend. L'offenseur insensible commente le thé qu'ils boivent, mais Siesta, agacé, lui fait savoir qu'il ne la reverra plus jamais en tablier. Il dit d'autres choses insensibles et fait du contrôle des dégâts avec des excuses après avoir vu son humeur. Alicia loue la délicieuse tarte aux pommes sans comprendre la situation. Siesta dit à Kimi qu'il aurait dû lui amener Alicia plus tôt car sa situation nécessite un détective. Kimi pense dans le même sens qu'elle. Siesta interroge Alicia pour savoir ce dont elle se souvient. Alicia ne se souvient que de son nom et d'un âge qui ne correspond pas à son corps, avec son cerveau de morte. Siesta décide d'accepter la responsabilité de vérifier la véritable identité d'Alicia, mais affirme que ce ne sera pas gratuit. Kimi demande s'ils vont prendre de l'argent à une enfant et Siesta l'explique de son point de vue. Kimi adhère à son opinion et Alicia demande ce qu'elle peut faire. Siesta lui demande de travailler comme détective à sa place, mais le Kimi agaçant arrive avec une autre plainte. Il se comporte déjà comme le père d'Alicia. Kimi note que Siesta est fermé pour affaire à cause de sa situation. Il suggère qu'il soit le détective et Alicia l'assistante, mais dit qu'il a la tête d'un acolyte. Siesta énumère les avantages d'accepter le poste à Alicia, mais elle accepte volontiers après avoir entendu qu'elle peut donner des ordres à son acolyte comme bon lui semble. Alicia, excitée, demande à Siesta en quoi consiste le travail, mais elles sont interrompues par Mademoiselle Snoop Doggy. Elle allume sa cigarette et leur parle de la résurrection de Jack l'Éventreur. Kimi demande pourquoi elle est là, car elle était censée retourner au Japon, mais elle dit qu'elle avait de petites affaires à régler. Elle demande quand ils ont fait un enfant tous les deux, mais les deux lui disent de faire vérifier ses yeux. Ils sont en parfaite synchronisation, Kimi les ramène au sujet et Phoebe leur parle de la victime dont le cœur a été prélevé la veille. Siesta suggère que c'est l'œuvre de Hell et Phoebe parle des informations utiles qu'elle possède. Elle dit que les gars du SP recherchent quelque chose appelé l'œil de saphir, qui est encore une rumeur peu étudiée mais qui pourrait être utile. Au milieu de la rue, Alicia exprime son excitation en commençant son travail de détective suppléante tandis que Kimi est agité. Alicia remarque l'idiot et lui tape dans le dos pour qu'il se tienne droit et prêt à travailler.
Il se plaint de sa tenue exagérée, mais Alicia dit que ce sont des vêtements de siesta. Il abandonne le sujet et demande si elle va vraiment travailler comme détective. Ce que l'idiote insouciante affirme avec un large sourire. Kimi pense à leur mission qui est de trouver l'œil de Saphir, mais remarque qu'Alicia n'est plus à ses côtés. Il regarde autour de lui et la voit courir. Il court après elle et lui dit d'arrêter, mais l'insouciante Alicia continue de s'amuser avec tant d'excitation. Kimi renonce à trop parler et se contente de courir après elle. Il sourit à cause de son comportement imprudent. Kimi se penche et halète lourdement en reprenant son souffle. Il dit à Alicia, trop curieuse, de se calmer et de l'écouter, car elle ne sait pas qui elle est. Il pose sa main sur sa tête, mais elle la repousse et lui dit de ne pas la traiter comme une petite enfant. Kimi l'appelle une fille gourmande et tend sa main. Elle prend sa main, fait quelques pas et retire sa main. Elle est trop consciente d'être traitée comme une petite enfant. Kimi la taquine quand il traverse la route. Les petits enfants doivent lever la main au passage piéton. Alicia crie qu'elle a 17 ans, mais se demande si c'est vrai en se regardant dans une vitre. Kimi remarque son humeur maussade et il vient vers elle pour lui dire des choses qui la feront se sentir mieux. Il voit une Alicia excitée qui affirme avoir résolu l'affaire. Elle pointe la vitre et Kimi regarde dans la vitrine pour voir un saphir parmi d'autres pierres précieuses. Il regarde le prix exorbitant et panique. Le pauvre type empêche Alicia d'entrer dans le magasin et lui fait savoir qu'il est fauché. Kimi lui dit que ce n'est pas ce qu'il cherche et que c'est quelque chose lié au monde souterrain. Alicia réfléchit à ces mots et affirme qu'elle a compris. Elle recommence à courir et Kimi la poursuit en disant que non. Alicia remarque une route qui mène à un magasin comme si c'était un métro. Elle sourit et décide d'entrer tandis que Kimi essaie de reprendre son souffle comme un vieux paresseux. Alicia regarde autour d'elle dans l'étrange magasin de plantes et affirme que c'est l'endroit, mais Kimi fait savoir à sa stupide personne que son cerveau n'est rempli que d'erreurs. Kimi remarque qu'elle s'est encore éloignée avant qu'il ne puisse terminer ses phrases. Il essaie de la suivre mais sa vision devient floue. Kimi remarque Alicia fixant une sorte de fruit et il le lui retire précipitamment de la main pour qu'elle ne le mange pas. Plus tard dans la soirée, Kimi marche derrière l'excitée Alicia et pense à quel point le babysitting est épuisant. Il pense à la façon dont Alicia, qui a l'amnésie, semble être plongée dans son rôle de détective légendaire. Il dit qu'elle s'amuse et Alicia affirme que ça fait longtemps. Kimi note la dernière partie de sa réponse et l'interroge à ce sujet. Alicia s'arrête de marcher et dit qu'elle en a juste eu envie. Kimi essaie de stimuler sa mémoire en lui demandant si elle était enfermée à l'intérieur, comme dans un hôpital ou quelque chose. Kimi l'arrête quand cela ne donne pas de résultats positifs et lui dit qu'ils exploreront d'autres pistes quand Siesta ira mieux. L'insouciante Alicia se précipite vers un magasin d'accessoires au bord de la route avant que Kimi ne puisse finir ses mots. Elle montre à Kimi un bracelet avec une petite gemme ressemblant à un saphir. Kimi dit que ce n'est pas celui-là et elle redevient déprimée. Il essaie de la réconforter et lui demande de rentrer à la maison. Il remarque qu'elle n'est plus là. Le commerçant pointe du doigt la fille difficile qui s'enfuit et Kimi réalise immédiatement qu'il y a d'autres journées chargées à venir. Tous les deux accomplissent des missions subalternes ensemble en tant que duo détective et assistant, traversant une montagne russe d'émotions. 2 semaines plus tard, un soir fatidique au Denning Bar de Londres, les 3 mousquetaires trinquent et célèbrent la pleine récupération de Siesta. Alicia mange tranquillement et remarque comment Siesta prend des décisions pour Kimi. Elle fait aussi tout ce qu'il dit sans hésitation. Alicia remarque à quel point ils sont synchronisés et demande aux 2 idiots qui ressemblent à des tourtereaux plutôt qu'à des partenaires de travail. Kimi affirme qu'ils se font plus confiance l'un à l'autre qu'à eux-mêmes. Alicia dit qu'ils sont comme un couple, mais Siesta l'étouffe avec de la nourriture et passe une autre commande pendant qu'Alicia se débat. Après quelques discussions futiles, Alicia commande une boisson nommée Cendrillon et Kimi évoque l'église où ils sont allés la veille. Alicia, qui y a vu des orphelins comme elle, dit que ça ressemblait à l'école. Son visage extatique fait se souvenir à Kimi qu'il n'est pas allé à l'école depuis un moment non plus. Siesta le fixe et ils se remémorent les choses qu'ils ont faites pendant leur court temps ensemble à l'école. Alicia dit qu'elle aimerait fréquenter une vraie école, mais dit aussi qu'elle n'a pas besoin d'école. Elle se lève pour continuer son travail de détective rechargé et dit au curieux Kimi qu'il n'a pas besoin de l'accompagner. Elle marche vers la porte et Kimi utilise des fantômes pour lui faire peur comme si elle était une petite enfant. Alicia change d'avis et décide de rentrer chez elle après avoir entendu les mots de Kimi. Elle déclare qu'elle continuera la recherche le matin et s'en va. Le barman a apporté la boisson qu'Alicia avait commandée, mais elle n'a pas attendu pour la boire. Siesta passe la boisson à Kimi et parle des 2 semaines d'eau stressantes qu'il vient de passer. Kimi lui demande ses plans concernant l'affaire d'Alicia et elle. Sa réponse fait savoir à Kimi qu'ils vivront ensemble pendant un certain temps et il parle de la paix qui a régné. Il prend son verre de vin et le boit, mais s'exclame parce qu'il est amer. La fille folle dit que ce n'est que du jus et manipule Kimi pour qu'il continue à boire avec elle. Plus tard, cette nuit-là, ils retournent à l'appartement et Kimi, un peu ivre, regarde la détective Soul se plaindre des fruits. Le seul fruit qui préoccupe le stupide Kimi, ce sont ses melons. Kimi réalise qu'elle ne fait que débiter des bêtises et qualifie l'alcool de défaut pour la détective de génie. Siesta convainc le salaud embarrassé de la rejoindre sur le lit et ils dorment l'un à côté de l'autre. Elle dit que c'est leur première fois à dormir comme ça et elle dit des choses trompeuses à l'idiot. Elle lui fait savoir que le taquiner est amusant et confirme avec le silence du nigo qu'il aime ça aussi.
Même dans son état d'ivresse, elle dit qu'il a un visage facile à oublier, mais lui dit avec confiance qu'elle n'oubliera jamais leur temps passé ensemble. Le lendemain matin, Kimi se réveille à côté de Siesta en se sentant comme une merde. Il se tient la tête et se demande à quoi il pensait la veille. Siesta, qui n'est pas décemment vêtue, se réveille alors que Kimi essaie de sortir du lit. Kimi la salue, mais elle est embarrassée et se couvre avec le drap de lit après avoir remarqué sa tenue de travers. Elle ajuste sa chemise de nuit sous les draps et sort du lit. Kimi la regarde sortir une grosse seringue remplie d'une drogue étrange. Elle lui demande de tendre son bras, mais personne ne voudrait de cette seringue super épaisse dans son corps. Kimi essaie de la calmer, mais elle dit que ce sera instantané. Elle lui rappelle l'affaire Hanuko à son école et dit que la drogue contient un peu de celle de cette affaire. La psychopathe s'approche de lui et le plaque au mur, mais la sonnette sauve son pauvre derrière. Siesta ouvre la porte et voit Alicia, et Alicia demande pourquoi les choses semblent agitées. La maniaque se contente de sourire avec un visage pâle. Dans le salon, Alicia déclare avoir résolu l'affaire et Kimi lui demande si elle a trouvé l'œil de saphir. Elle lui dit de s'inquiéter de ses propres yeux plutôt que d'un fantôme. Elle lui met un cache-œil sur l'œil gauche et Kimi réalise qu'elle l'avait remarqué. Il repense à la façon dont sa vision de l'œil gauche a diminué depuis le jour où elle l'a blessé. C'est pourquoi il perdait souvent Alicia de vue en ville durant leurs 2 semaines. Alicia dit que l'œil ne guérira pas sans protection et le gars réalise qu'il l'avait mal comprise. Il conclut que sa vraie nature est indubitablement... Alicia dit à Siesta qu'elle a terminé la mission et Kimi demande si c'est une énigme posée par Siesta. La mauvaise menteuse, Siesta, détourne le regard et dit que c'était comme elle l'avait calculé. Plus tard, Kimi et Siesta marchent ensemble dans la rue. Siesta dit qu'elle n'est pas douée pour les répliques rapides, elle ne peut pas inventer des mensonges à la volée. Elle change de sujet et taquine le lolicon parce qu'il porte toujours le cache-œil. Kimi justifie ses soupçons pervers et dit qu'il le porte toujours parce qu'Alicia le lui a donné. Siesta s'excuse de ne pas avoir montré la même considération pour son œil gauche. Kimi dit que ça va car ils sont tous humains et essaie de la rassurer. Siesta accepte ses mots avec un sourire et continue de marcher devant Kimi. Elle voit une affiche de Saphir Fantasme et dit que ce n'est pas encore le moment. Le téléphone de Kimi sonne, il décroche. Fubi demande au vaurien comment il survit et parle comme s'il n'avait pas eu de contact depuis l'incident de Elle. Kimi lui fait savoir qu'elle lui a déjà dit ces phrases la dernière fois, mais Fubi demande ce qu'il veut dire. Kimi lui parle de leur dernière rencontre, mais Fubi dit qu'ils la confondent avec quelqu'un d'autre. Kimi se souvient que Fubi lui a donné son briquet pendant l'incident de Elle, mais la Fubi qui a visité leur appartement en avait un. Kimi dit à Siesta que la Fubi qu'ils ont rencontrée la dernière fois était peut-être une impostrice. Le soir, dans l'appartement de Siesta, elle mange la nourriture préparée par Kimi et s'en plaint. L'assistant incompétent lui dit avec assurance que c'était une erreur de le laisser cuisiner. Après cette conversation futile, ils reviennent à l'affaire Jack l'Éventreur. Siesta confirme que Cerberus est mort et Kimi demande qui est l'imposteur de Fubi. Siesta suggère que ce pourrait être elle et Kimi essaie de le réfuter car elle n'a pas montré une telle capacité. Siesta explique comment les androïdes naissent et comment leurs cœurs peuvent hériter de capacités de spéciales. Kimi se souvient de la pierre noire que Elle a prise de la poitrine de Cerberus, ce qui confirme la possibilité de la suggestion de Siesta. Kimi note que leurs ennemis peuvent être n'importe quoi et Siesta confirme car ce sont des androïdes. Siesta dit que cela ne les empêche pas de faire leur travail et Kimi conclut qu'ils seront occupés. Siesta exprime ses inquiétudes, mais Alicia apparaît soudainement à côté de Kimi et dit aux inquiets de ne pas s'en faire pour elle. Le faible Kimi est choqué car il n'a pas vu quand elle est entrée, mais Alicia goûte la nourriture et se plaint aussi. Ensuite, Siesta remarque qu'elle a d'autres intentions et demande à Alicia de cracher le morceau. Alicia demande l'opportunité de rejoindre l'affaire, mais Siesta refuse catégoriquement. Elle fait savoir à Alicia que c'est dangereux car 4 personnes sont déjà mortes, et ce ne sont pas les missions de bas niveau qu'elle a faites avec Kimi ces 2 dernières semaines. Le sujet les fait se disputer, mais Kimi les arrête et leur demande de se calmer. Alicia prétend être aussi détective, mais Siesta dit qu'elle n'est qu'une remplaçante et rien de plus. Kimi essaie de dire à Siesta que c'est un peu dur, mais elle se moque du stupide lolicon. Alicia déclare qu'elle résoudra l'affaire elle-même et prouvera à Siesta qu'elle est aussi détective. La petite trouble-faite demande à Kimi s'il sera toujours son partenaire, et Kimi approuve avec un sourire. Siesta est stupéfaite et essaie de rappeler à Alicia que Kimi est à elle. Les sirènes de la police et des ambulances les informent qu'il y a une 5e victime dont le cœur a été volé. Le lendemain, les détectives et leur assistant, Kimi, rencontrent une parente de la défunte. Ils s'excusent de la déranger pendant son deuil, mais la femme compréhensive répond que c'est leur travail. Elle se lève pour leur préparer du thé, mais trébuche, et Alicia la rattrape avant qu'elle ne tombe. La femme dit qu'elle n'arrive toujours pas à croire que sa fille est partie. La mère de la défunte leur offre du thé et commence à raconter son histoire. Son mari est mort et l'a laissée avec une fille. Ce salaud est parti acheter du lait, mais n'est jamais revenu car il a plutôt passé l'arme à gauche.
La fille disait toujours qu'elle gagnerait beaucoup d'argent pour faciliter la vie de sa mère, qui a assumé seule le fardeau de l'élever. La mère dit que cette fille incroyable a construit cette maison pour elle. Siesta demande à la femme si sa fille s'est comportée différemment le jour de l'incident. Les réactions d'Alicia et Kimi donnent l'impression que Siesta est insensible. La femme panique, ce qui pousse les deux inutiles faire-valoir de détectives qui ne font qu'observer à tenter de tempérer l'insensibilité de Siesta. La femme commence à raconter comment sa fille était sa joie, et tout pour elle, mais qu'elle n'a jamais pu rien lui donner. La femme sanglote et pleure de n'avoir fait que prendre sans jamais lui donner, mais Alicia l'arrête et essaie de la réconforter. Plus tard ce jour-là, Kimi et Siesta marchent ensemble dans la rue. Elle lui demande pourquoi il a essayé de l'arrêter plus tôt, et Kimi donne sa raison. Les affaires de meurtre sont aléatoires, donc les questions qu'elle posait étaient étranges. Siesta donne ses raisons de poser ces questions et affirme qu'elle fera tout pour faire tomber elle. Elle dit que Kimi est la seule et unique personne en qui elle a confiance. Le gars la regarde stupéfait. Siesta met fin à la journée et dit qu'elle rentre chez elle. Kimi la regarde s'éloigner et interpelle Alicia qui les suit. La stupide harceleuse sort et dit qu'elle s'est fait prendre. Kimi marche avec Alicia et il commence à se plaindre qu'il y aura forcément une dispute entre lui et Siesta. Alicia remarque que l'idiot est super inquiet à cause de ses bégaiements. Kimi décide de changer de sujet et lui offre une bague. Alicia se souvient quand ils ont vu la bague à un étal d'accessoires. Kimi dit que ce n'est pas un cadeau de remerciement pour le cache-œil, mais Alicia exprime tant de joie car c'est le premier cadeau qu'on lui ait jamais offert. Kimi se demande si elle a retrouvé la mémoire, mais elle clarifie qu'elle sent juste que c'est vrai. Alicia dit qu'elle a perdu ses souvenirs parce qu'elle était une mauvaise fille, mais Kimi essaie de la réconforter. L'Alicia abattue redevient vive en se vantant d'être une enfant incroyablement sage. Elle lui demande de lui mettre la bague, ce que Kimi confirme à nouveau. Elle le force et Kimi, sans option, s'agenouille pour lui passer la bague au doigt, comme une demande en mariage. Kimi prononce un discours hésitant et glisse la bague au doigt d'Alicia. Siesta revient comme une petite amie qui s'est disputée avec son amant. Elle s'excuse d'avoir imposé sa mentalité à Kimi et pour tout, mais remarque vite la scène de la demande en mariage devant elle. Son visage pâlit et elle souhaite le bonheur au lolicon en s'éloignant avec colère. Dans l'appartement de Siesta, la nuit, Kimi essaie de communiquer avec elle, mais elle l'ignore continuellement. Il parle d'Alicia qui reste un mystère pour eux. Son téléphone vibre et il s'habille immédiatement après l'avoir vérifié. Il dit à Siesta qu'il sort car sa bien-aimée est en difficulté. Dans les rues sombres, Kimi court vers l'allée et voit Alicia allongée avec un autre homme inconscient sur les lieux. Il vérifie rapidement Alicia qui est toujours consciente. Siesta apparaît à côté de l'homme inconscient comme Batman et informe Kimi de la situation de l'homme. C'est aussi un policier. Kimi décide d'appeler une ambulance et emporte Alicia loin de la scène. Il dit à Siesta de gérer le reste avant de s'enfuir et Siesta se demande si c'est la voie qu'il veut prendre. Plus tard cette nuit-là, Kimi donne des pommes à Alicia à l'hôpital. Elle se comporte exactement comme Siesta quand il la nourrissait. Alicia demande à Kimi comment il a obtenu sa localisation exacte et il lui parle du dispositif de suivi qu'il lui a attaché. Elle prend sa réponse calmement mais recrache la nourriture après avoir réalisé la portée de ce qu'il a dit. Elle le traite de sale harceleur et l'interroge sur l'appareil, mais Kimi essaie de justifier ses actions. Il prétend même avoir mis l'appareil dans ses sous-vêtements. Kimi demande ce qu'elle faisait sur les lieux, mais sa réponse lui fait réaliser qu'elle jouait les super-héroïnes comme si c'était ces villes de Gotham. Kimi lui demande pourquoi elle est obsédée par le métier de détective. Alicia lui parle du monde sombre dans lequel elle souffrait et comment un monde plus vaste s'est ouvert à elle. Elle lui dit qu'elle aimerait être détective même dans sa prochaine vie. La tête en l'air attribue ses divagations à sa somnolence. Elle décide d'aller dormir et Kimi dit qu'il restera à ses côtés. Ellos lui demande de lui tenir la main et l'idiot le fait après l'avoir taquiné. Au milieu de la nuit, Kimi se réveille près du lit et voit qu'Alicia n'est plus dans la chambre d'hôpital. Il court dans les rues sombres en traquant la trouble faite avec son téléphone. Cela le mène à une église et il entre. Il remarque Siesta cachée derrière un pilier et lui demande ce qu'elle fait là. Siesta sort et lui pose la même question. Elle prétend être venue chercher elle et Kimi l'interroge à ce sujet. Elle essaie de faire accepter à l'idiot qu'Alicia est elle, mais l'idiot délirant essaie d'inventer des choses pour se détourner de la vérité. Il évoque le contexte de l'imposteur Phoebe qui est venu quand Alicia était avec eux. Siesta donne une explication possible et suppose que l'imposteur est un autre adversaire. Il trouve cela absurde, mais Siesta affirme que elle passe avant tout. Siesta passe devant lui pour aller chercher elle, mais Kimi lui attrape la main et lui dit qu'Alicia n'est pas elle. Siesta raconte tout ce qui s'est passé et affirme que c'est trop cohérent pour être des coïncidences. Il a été blessé et Alicia est apparue de nulle part. L'officier de police a été lacéré mais pas tué et Alicia a été blessée par balle par l'officier. Le couteau sur les lieux venait aussi de l'appartement de Siesta. Même un fou accepterait la vérité à ce stade. L'acolyte incompétent lâche le bras de Siesta et demande si elle savait depuis le début. Siesta répond qu'elle l'a réalisé plus tard mais qu'elle n'a pas pu faire confiance à Alicia dès le départ.
Kimi continue de se complaire dans son délire jusqu'à ce qu'Alicia attire leur attention. Alicia s'excuse et dit qu'elle est disqualifiée pour être une détective légendaire. Elle leur parle de l'autre personnalité en elle, elle dit qu'elle n'a pas de souvenir parce qu'elle est l'identité en coulisses. Après toutes ces confessions, Kimi pose sa main sur son épaule et dit des choses pour la réconforter. Il dit qu'elle est une humaine gentille qui peut verser des larmes pour les autres. Ce type pathétique connaît la vérité, mais il se trompe toujours lui-même. Alicia repousse sa main et le remercie pour le bon moment qu'ils ont passé, même si c'était court. L'idiot délirant continue d'espérer un miracle, une larme tombe de l'œil d'Alicia et frappe la bague à son doigt. Le cristal de la bague se brise et le tracker que Kimi y avait mis tombe. L'idiot continue d'agir selon ses émotions inutiles, mais Alicia l'attaque avec un couteau. Ses yeux semblent morts. Siesta renverse rapidement Alicia, elle la plaque au sol et lui pointe une arme sur la tête, mais Kimi pointe une arme sur Siesta pour l'arrêter. Siesta essaie de confirmer s'il est fou, mais ce salaud continue de parler de rester humain et d'autres douceurs insensées. Leur conversation agaçante est interrompue par un tentacule invincible qui ramasse le corps inconscient d'Alicia. Le type qu'ils ne peuvent pas voir parle de la façon dont il cherchait Alicia. Il fait disparaître Alicia et parle de sa forme changée et de sa mémoire perdue. Kimi note que c'est Caméléon et demande où il l'emmène. Caméléon donne à Kimi l'emplacement de leur base et lui dit qu'il l'attendra si Kimi compte venir chercher Alicia. La présence de Caméléon disparaît et Kimi lui crie d'attendre, mais l'idiot n'obtient aucune réponse. Kimi s'assied et serre les dents, mais reçoit une tape dans le dos. Il se retourne pour voir Siesta et lui demande pourquoi elle ne lui tire pas dessus. Elle lui demande s'il est stupide et Kimi répond qu'il ne s'excuse pas. Siesta s'assied et pose son dos contre le sien. Elle dit que ça va parce qu'il essayait de faire ce qu'il fallait et affirme qu'elle ne s'excusera pas non plus. Kimi demande ce qu'ils vont faire ensuite, mais elle fait une suggestion absurde. Aller à l'épicerie, acheter des pommes. Elle dit qu'ils iront secourir leurs camarades après avoir savouré de la tarte aux pommes et un délicieux thé. Sur un bateau transportant Siesta, Kimi et Char vers la base de Spia, l'assistant incompétent, Kimi, regarde la base qu'ils approchent et en parle. Siesta, qui sirote calmement son thé, leur expose l'objectif clair, maîtriser Hell et secourir Alicia. Siesta parle de l'état affaibli de Hell, que Char qualifie de meilleure opportunité. Kimi pense à leur bataille de 3 ans avec Spez qui pourrait bientôt prendre fin. Siesta appelle Kimi et lui propose de lui caresser la tête. Il rejette sarcastiquement l'offre et Char l'accepte. La persistante Siesta redemande et Char lui laisse aussi la poitrine de Siesta ouverte. Mais le gars tient bon, il n'est pas insoumis. Après leur arrivée sur l'île, Kimi roule à moto derrière Char. La curieuse Char lui dit qu'il regrettera d'avoir rejeté l'offre de Siesta car il n'a personne d'autre qu'elle. L'idiot insensible répond que Siesta n'a personne d'autre que lui non plus, et Char l'affirme, sans discuter. Kimi et Char infiltrent la base de Spi mais réalisent qu'il n'y a personne. Ils avancent dans la base et pénètrent dans une pièce où ils voient une montagne de cadavres. Ils regardent autour d'eux et remarquent un cadavre tombé. Ils lèvent les yeux et voient de quelqu'un avec le corps de Cerberus. Kimi s'exclame, mais l'homme affirme qu'il n'est pas elle avant que l'idiot incompétent ne puisse construire une phrase. Le type se transforme en Bat et dit qu'il n'est pas Bat non plus. Il prétend être leur parent. Kimi remet en question cette affirmation inutile et sans fondement, mais le type dit qu'il est une graine, une forme de vie végétale, venue de l'espace vers leur système stellaire. Kimi, qui a du mal à comprendre, demande contre quoi ils se sont battus. Char pointe son arme sur Sid et lui demande son intention. L'agaçant Kimi demande aussi des réponses à Sid. Sid répond que c'est pour la survie et narre ses intentions. Recouvrir la planète de graines. Sid coupe un bras avec son tentacule et le bras se transforme en un clone de lui. Kimi note qu'il n'est qu'un alien parasite qui veut multiplier sa race et tuer les habitants originaux de la planète. Kimi tire sur l'alien psychotique, mais le clone encaisse la balle et est détruit. Sid ramasse la pierre noire tombée après la dispersion du clone et parle des pierres que elle a prises. Kimi demande où elle est et déduit des mots de Sid que elle est partie après Siesta. Kimi et Char essaient de sortir de l'installation pour trouver Siesta. Char remarque une attaque invincible dirigée vers eux et elle aide immédiatement Kimi à s'écarter de la trajectoire. Il se retourne pour voir un autre type sourire comme un maniaque. Le bâtard fou dit qu'il veut s'amuser et Kimi devine que c'est Caméléon. Char tire sur la menace mais il disparaît. Kimi lève les yeux et voit que Sid n'est plus là. Char lui donne la clé de la moto et lui dit de la laisser rouler derrière lui un jour. Kimi comprend la mission et sourit. Kimi prend la moto pour aller trouver Siesta. Il pense aux mots de Caméléon et continue de chercher. Il voit Siesta allongée inconsciente sur le sol dans une zone ouverte. L'idiot panique et saute de la moto pour aller la vérifier. Il lui dit d'arrêter de jouer et lui rappelle la promesse qu'elle lui a faite tout en lui appliquant une pression sur la poitrine. Il remarque que ça n'aide pas et s'excuse en essayant de lui faire du bouche à bouche. Siesta parle alors qu'il est sur le point de commencer le processus. Elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne là. L'idiot ignorant tombe sur les fesses sous le choc tandis que Siesta se lève pour épousseter ses vêtements. Elle dit qu'il a gâché ses plans et lui dit quoi faire la prochaine fois qu'il voit quelqu'un d'inconscient avant les premiers secours. Il n'a pas vérifié si elle respirait seule. Le fou demande si son cœur battait depuis le début et elle dit que non.
Siesta dit que c'était un plan d'embuscade car elle se sentait dépassée face à Caméléon, mais Kimi est plus préoccupée par la façon dont elle a arrêté son cœur. Siesta propose de relever Kimi, mais remarque que ses jambes sont flageolantes à cause de son soulagement. Elle le taquine et dit que le taquiner est un plaisir. Elle aime le tourmenter. Kimi se lève et dit qu'il acceptera son offre de l'embrasser s'ils survivent pour se revoir en dehors de l'île. Tous deux regardent la rabat-joie, Hel, qui arrive sur les lieux. Kimi demande quelle personnalité elle est et elle lui dit de deviner avec la forme physique qu'elle a. Siesta parle de leur rétablissement mutuel et Hel attribue la gloire à son père. Siesta dit qu'elle vaincra Hel cette fois et réalisera le souhait d'Alicia. Hel répond qu'elle gagnerait et qu'ils ne peuvent pas sauver Alicia. Siesta tire sur elle et elle esquive. Hel la charge et frappe avec une épée, mais Siesta la part avec son pistolet argenté. Hel se moque de leur désespoir et demande si sa seigneurie signifie tant pour eux. Kimi est surpris car Hel fait référence à Alicia comme à une sorte de royauté. Hel leur parle de son corps, qui est différent de celui des autres leaders de SP. Le corps était à l'origine humain et ils l'ont utilisé pour des expériences atroces en raison de sa particularité. Alicia a dû subir de si dures épreuves et la personnalité de Hel est née quand Alicia n'en pouvait plus. Hel utilise la personnalité d'Alicia pour manipuler l'inutile Kimi après avoir été blessé par Siesta. Siesta arrête l'idiot et Hel leur fait savoir qu'une bande au cœur tendre comme eux ne peut pas la vaincre. Siesta aurait pu la tuer si elle avait touché le cœur de Hel et non son épaule. Le sol commence à vibrer et de grandes lianes épineuses sortent. Kimi demande ce qu'il y a, mais la réponse imperturbable de Siesta lui fait réaliser que tout est dans ses attentes. Elle déclare qu'elle en finira avec Siesta cette fois et la charge. Les lianes la suivent comme des soldats obéissants. Kimi tire sur les lianes visant Siesta. L'idiot est ciblé, mais Siesta écrase la liane avant qu'elle ne l'atteigne. Elle lui dit qu'il est dans le chemin et d'autres lianes les poursuivent. Elle continue son affrontement avec Siesta et déclare qu'elle tuera Siesta après avoir pris le dessus. Siesta dit que c'était un mensonge depuis le début et bloque l'attaque de taille verticale de Hel. Elle demande ce qu'elle veut dire par ce mensonge et Siesta affirme que tout ce qu'elle leur a dit sur le fait qu'elle était les instincts de protection d'Alicia. Siesta donne son opinion sur Hel et prétend qu'elle n'est qu'une simple impostrice. Siesta contre-attaque et repousse Hel déconcertée. Hel interroge davantage Siesta et Siesta dit que Hel voulait juste l'amour d'un père. Hel crie qu'elle a tort et charge Siesta à nouveau, mais Siesta lui fait tomber l'épée des mains. Siesta explique comment Hel a changé la personnalité d'Alicia plus tôt pour la faire souffrir et dit que c'est parce que Hel est jalouse d'elle. Hel dit que c'est faux, mais Siesta continue de dire comment elle voit tout. La psychopathe voulait de l'amour et de la compagnie. Hel lui dit de se taire et utilise sa capacité combo de paroles maudites Akashi IX Inumaki. Elle leur ordonne de s'entretuer. Détruisez les lianes derrière chacun d'eux. Ils font savoir à Hel qu'ils se font plus confiance qu'à eux-mêmes, mais Hel, choquée, se demande ce qui se passe. Le pouvoir de l'amitié écrase sa capacité surpuissante. Kimi appelle ça un lien spirituel et Hel se demande ce que c'est que ce truc. Kimi tente de la dissuader de se battre, mais Manic, sous emprise, prend son épée et dit qu'elle ne peut pas perdre. Hel avoue vouloir être aimée et nécessaire, mais affirme que ça ne peut pas être n'importe qui. Elle dit qu'elle fera tout pour son père, ce que Siesta accepte. Hel fonce sur Siesta, qui la tient en joue. Le sol commence à se fissurer, interrompant leur combat. Bételgeuse surgit du sol et hurle. Il a chargé le pauvre Kimi, qui n'a pas pu réagir. Siesta pousse rapidement Kimi hors de la trajectoire du monstre. À la base de Spez, Char sort en haletant et voit la poussière s'élever là où se trouve Siesta. Du côté de Kimi, il se tient dans l'épaisse poussière et voit Hel achever son Bételgeuse. Elle explique la raison probable de son apparition et Kimi remarque Siesta inconsciente. Il court vers elle, mais Hel l'atteint la première et utilise son pouvoir pour empêcher Kimi de bouger. Elle s'agenouille près de Siesta et pose sa main sur sa poitrine. Kimi lui dit d'arrêter et propose de lui donner son cœur à la place. Hel rappelle à Kimi qu'ils seront partenaires à l'avenir et plonge sa main dans la poitrine de Siesta sous le regard impuissant de Kimi. Hel retire le cœur et l'intègre en elle, défiant les lois de la biologie. Elle prétend avoir acquis un cœur digne de son corps, mais Kimi lui crie de rendre ce cœur. Kimi la charge, mais elle l'arrête de nouveau avec sa capacité de parole maudite. Hel lui demande d'où vient sa colère et ce que Siesta représente pour lui. L'assistant inutile réfléchit à la question et se souvient de tout ce qu'il a fait avec Siesta par le passé. Il conclut qu'il ne pourra jamais savoir à ce stade. Il se met à pleurer en pensant aux 3 années passées ensemble, à quel point c'était absurde et comment il a pu rire 10 000 fois au milieu de ces 1000 absurdités. Il répond à la question de Hel et affirme qu'elle est la personne la plus importante au monde pour lui. Il se libère de la capacité de Hel et court vers elle, le poing levé. Il devient si faible que son corps s'effondre comme une bûche avant que son coup ne puisse atteindre Hel. Il se demande ce qui se passe et remarque des bourgeons de fleurs sur le cadavre de Bételgeuse, libérant des toxines empoisonnées dans l'atmosphère. Kimi pense à Siesta alors qu'il perd connaissance. Kimi se réveille dans sa chambre, les larmes aux yeux.
Il regarde la photo de lui et Siesta en costume de mariage et se demande ce qui vient de se passer. Nagisa marche dans les rues d'une ville animée la nuit. Elle pense à son assistant, Kimi, et à sa nouvelle vie de détective luttant contre les androïdes. Elle parle du rêve qu'elle a fait la nuit après la résolution de renaître. Elle a rêvé de la détective légendaire, Siesta, qui a une personnalité exactement opposée à la sienne. Elles ont eu une grosse dispute dans le rêve que la Siesta mature a concédé de son propre gré. Finalement, Siesta confie la responsabilité de Kimi à Nagisa. Elle voit une image de Siesta passer devant elle dans le miroir. Nagisa conclut que l'échec est inacceptable et qu'elle ne veut pas redevenir personne, retourner à son obscurité telle une cage d'oiseaux. En mer, Kimi repense à la mission précédente avec Nagisa et à l'arrivée de Yui dans leur équipe. Il pense à ses anciens projets sur le rivage, mais Yui arrive et dit qu'il se dirige vers la mer Égée. La rigolote fait les mouvements emblématiques de son idole, mais Kimi dit que l'ampleur des vacances est énorme. Ils sont sur un grand navire en pleine mer. Kimi se plaint que les mini-vacances se soient transformées en un voyage de 8 jours en bateau. Nagisa vient confirmer ses dires et dit à Kimi, l'indécis, d'arrêter de gâcher l'ambiance. Elle remercie Yui pour l'opportunité et Yui dit que c'est sa façon de les rembourser. Kimi demande à Yui de combattre Spez avec eux et elle accepte l'offre avec joie. Char arrive sur les lieux et appelle Kimi. Kimi et les autres filles regardent Char. Elle et Kimi échangent leurs courtes et gênantes salutations. Nagisa demande qui elle est et Kimi la présente comme une associée d'autrefois. Char dit qu'elle ne s'attendait pas à le voir là et Kimi répond de même. Il lui demande comment elle va mais Char devine qu'il est là par hasard. Kimi, l'ignorant, demande s'il y a quelque chose sur le navire et Char lui demande ce qu'il a fait depuis la mort de Siesta. Elle lui demande s'il n'a pas l'intention de reprendre le travail de détective laissé par Siesta, mais Nagisa l'interrompt. Nagisa dit qu'elle a pris la tâche et se présente. Char remarque qui elle est et lui dit d'aller jouer aux gendarmes et aux voleurs ailleurs. Le travail de détective n'est pas une blague. Nagisa répond désespérément qu'elle ne joue pas. Elle affirme qu'elle reprend le dernier souhait de Siesta et le but qui lui a été confié. Nagisa jure sur son cœur et Char lui dit de faire comme elle veut. L'effronté Char se tourne pour partir mais déclare que c'est elle qui reprend le dernier souhait de Siesta avant de s'éloigner. Yui, l'indécise, s'excuse et affirme que c'est sa faute de les avoir invités sur le navire. Kimi prend le blâme à la place et dit des choses pour que Yui se sente mieux. Il remarque que Nagisa est silencieuse, ce qui est très rare. Nagisa, la tête brûlée, devient folle et pousse un cri de frustration à cause des mots de Char. Kimi lui dit d'aller faire un plongeon à la piscine pour changer d'air. Kimi se prépare au travail à venir. Au casino du navire, Char, la simplette, se plaint de ses 17 défaites d'affilée. Elle décide de jouer une autre partie, mais Kimi arrive sur les lieux et lui donne un coup sur la tête avec le bras. L'idiote se retourne pour voir Kimi qui lui demande pourquoi elle a joué jusqu'à avoir les yeux larmoyants. Dehors sur le pont, Char demande à Kimi pourquoi il est venu la trouver et Kimi l'interroge sur la chose qu'elle a dit être sur le navire plus tôt. Char dit que c'est le Legs de Siesta. Char lui révèle le dernier souhait de Siesta, la défaite de Spies. La morte vivante dit que le Legs est sur le navire et que l'information est exacte. Kimi, l'inquisiteur, demande comment c'est lié au casino, mais réalise que la tête de Linotte pensait pouvoir gagner le Legs comme prix si elle continuait à gagner. Kimi traite la folle d'idiote finie, ce dont elle se plaint. Elle dit au fouineur que ça n'a rien à voir avec lui puisqu'il ne reprend pas le dernier souhait de Siesta. Kimi s'excuse de l'avoir inquiété. Char demande pourquoi il ne prend pas la place de Siesta en tant que détective. Kimi lui fait savoir qu'il est l'assistant de Siesta et qu'il continuera à vivre pour elle. Char remarque que c'est le Nigo qui est vraiment lié et non elle. Elle dit que ça n'a pas d'importance car elle cherchera le leg à sa manière. Elle dit à Kimi de trouver la réponse à sa façon, puis elle s'en va. Kimi vérifie la zone de la piscine pour Yui et Nagisa. Il les voit s'amuser dans la piscine et dit que se lâcher est bien. Il s'éloigne et cherche partout sur le navire, mais en vain. Plus tard, au restaurant français, Kimi pense à ses efforts futiles et à l'absence de piste pendant qu'il mange. Nagisa, troublée, demande pourquoi ils sont assis et mangent face à face comme ça. Kimi dit que Yui est occupée par du travail et demande si elle est insatisfaite de lui. La petite effrontée dit que non et demande à Kimi pourquoi il n'est pas venu à la piscine avec elle. Elle se plaint d'avoir eu un nouveau maillot pour l'occasion mais laisse tomber pour éviter tout malentendu. Kimi lui demande si elle a du temps plus tard, ce à quoi elle répond en bégayant. Kimi dit qu'il a quelque chose à discuter avec elle, ce qui est un peu gênant d'aborder ici. Il suggère qu'ils se retrouvent au bar en face du restaurant dans 1 heure. Nagisa demande si ce sera juste eux deux, seuls, et Kimi affirme. Plus tard, Nagisa retrouve Kimi au bar. Kimi remarque qu'elle a changé de robe et elle donne des raisons sans importance avant de demander ce qu'ils veulent discuter. Le visage pâle de Nagisa exprime sa déception car ce n'est pas la discussion qu'elle attendait. Kimi demande ce qu'elle marmonne et pourquoi elle s'énerve. Elle donne un coup de pied au Nigo insensible en guise de revanche parce qu'il n'arrêtait pas de la harceler.
Nagisa dit que Char n'est pas une mauvaise personne, et Kimi dit qu'elle est juste une pure et simple idiote. Nagisa dit qu'elle connaît la vérité, qu'elle est une folle délirante, et Kimi demande pourquoi elle a décidé de reprendre le flambeau de Siesta. Nagisa dit que son corps était un désastre depuis l'enfance et qu'elle s'est toujours sentie comme un oiseau en cage toute sa vie. Le cœur de Siesta a emporté cette effrayante réalité et lui a donné une nouvelle vie. Kimi note d'après ses mots qu'elle est un oiseau qui a la liberté mais ne sait pas voler. Il pense à la façon dont Nagisa ne pouvait compter que sur Siesta et qu'elle est la même que lui. Nagisa s'excuse et prétend qu'elle va se coucher. Le lendemain matin, un homme inconnu annonce qu'il a un message pour tous les passagers. Les gens paniquent car ils ne savent pas d'où vient la voix et le chaos réveille Kimi. L'homme inconnu dit qu'il détient Nagisa et Yui frappe immédiatement à la porte de Kimi. Kimi ouvre la porte et Yui, l'inquiète, lui dit que Nagisa est introuvable. Kimi traverse le couloir en hâte et parle du legs de Siesta avec Yui qui l'accompagne. Il rencontre les agents de sécurité et Yui demande des nouvelles de Nagisa. Ils disent ne pas l'avoir trouvée mais montrent à Yui un livre qu'ils ont découvert. Yui ouvre le livre et attire l'attention de Kimi sur la note à l'intérieur. Le ravisseur de Nagisa exige qu'il apporte le legs de Siesta sur le pont principal à 20h. Yui demande à Kimi si c'est lié à Spice, ce que Kimi confirme comme possible. Yui retire son cache-œil et décide d'utiliser ses yeux de saphir pour chercher Nagisa, car l'œil peut voir à travers les objets. Ils ont fouillé partout sur le navire, mais n'ont rien trouvé. Yui dit qu'elle ne néglige rien puisqu'elle utilise son œil gauche, ce que Kimi accepte sans se plaindre. Yui remarque que le lâche est inquiet. Elle lui prend la main et lui enseigne la méthode qu'elle utilise pour calmer son cœur avant une performance en direct. Kimi sourit et s'excuse de la déranger avec son état pathétique, mais elle le taquine plutôt. Ils marchent ensemble et Yui dit à Kimi qu'elle était comme lui avant. Kimi se demande ce qu'elle veut dire et elle dit qu'elle était une personne qui ne pouvait pas vivre seule. Elle lui raconte les difficultés qu'elle a rencontrées après la mort de ses parents et comment elle a tenté de faire quelque chose d'irréversible. Elle dit que Kimi l'a sauvée avec Nagisa et leurs efforts l'ont encouragée à avancer sans hésitation. Elle s'excuse et dit à Kimi qu'elle n'attendra plus rien de lui, avec un large sourire sur le visage. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle plus que nécessaire non plus, puisqu'ils sont un peu comme des partenaires. Kimi accepte sa proposition et elle dit qu'elle est l'assistante de l'assistant d'un détective. Elle propose de l'aider avec son œil gauche et Kimi accepte. Plus tard dans la nuit, Kimi constate qu'ils n'ont finalement pas pu la trouver. Kimi dit qu'il n'y aura pas besoin de plan puisqu'ils n'ont rien trouvé sur l'agresseur. Il déclare que c'est une guerre totale contre ces vauriens. Sur le pont, Kimi se tient dehors et regarde sa montre alors que l'heure approche de 20h. L'intelligent regarde autour de lui et dit à Caméléon de se montrer. Caméléon apparaît tenant Nagisa inconsciente avec sa queue. Le psychopathe, aux yeux bridés, complimente Kimi de l'avoir démasqué. Kimi appelle Nagisa mais l'immonde salaud la suspend hors du navire et l'utilise comme monnaie d'échange pour contrôler Kimi, désemparé. Kimi serre les dents et demande à Caméléon ce qu'il veut. Caméléon lui rappelle ce qu'il a laissé dans la note et Kimi lui dit qu'ils n'ont pas le legs de Siesta. Il demande à Caméléon de rendre Nagisa civilement, mais le fou dit que c'est un problème. Il utilise sa queue pour serrer Nagisa fortement. Le monstre immonde dit que ce n'est pas une façon de négocier. Kimi sort son pistolet et dit à Caméléon d'arrêter. Nagisa ouvre les yeux et appelle Kimi. Elle essaie de rire et s'excuse d'avoir tout gâché. Caméléon lui dit de choisir entre la vie de Nagisa et celle des passagers qu'il tente désespérément d'évacuer. Kimi demande pourquoi il fait ça et le type appelle ça la cerise sur le gâteau. Caméléon dit qu'il doit couler le navire si le legs est introuvable, mais Kimi demande pourquoi il veut prendre la vie de Nagisa. Le monstre répond que c'est parce qu'elle a le sang de Siesta en elle et demande à Kimi de choisir. Nagisa attire l'attention de l'inquiet et lui dit de lui tirer dessus. Elle lui dit de sauver les passagers, mais Kimi, le nigo, conteste son avis. Elle remercie Kimi pour ce qu'il lui a dit pour la réconforter tandis qu'elle pleure. Kimi ressent une nostalgie de Siesta en voyant Nagisa pleurer. Il dit à Nagisa de maintenir sa bonne réponse et commence à donner sa vision sentimentale de la situation. Il dit à Nagisa qu'elle peut apprendre à battre des ailes auprès de quelqu'un si elle ne sait pas voler. Caméléon ignore toutes ses tirades et demande s'il est arrivé à sa réponse. Kimi déclare que sa réponse est fixée depuis le début et pointe son arme sur Caméléon. Il dit avec assurance que l'arrangement promis est que Nagisa ne peut pas mourir avant lui. Il s'excuse et tire sur ce salaud de fou. Kimi tire sur la queue de Caméléon et ça lui fait mal. Le psychopathe grogne de douleur et lâche Nagisa. Nagisa tombe sur un lit moelleux dans un bateau piloté par Yui. Yui s'excuse auprès de Kimi d'être arrivé en retard. Kimi attrape un ruban flottant et parle de l'œil incroyable de Yumoaleb de Yui qui vaut sûrement 3 milliards. Caméléon se met en colère et complimente la stratégie de Kimi, puis il se transforme en un monstre caméléon sinistre. Kimi serre les dents comme un lâche après avoir vu le monstre. Kimi a un flashback du moment où il a dit à Siesta qu'elle devrait être appelée agent secret et non détective. Je suppose que ça nous fait deux. Siesta dit qu'un détective protège les intérêts d'un client en tout temps. Siesta restait ferme sur son identité de détective et le client qu'elle désignait était chaque être humain autre qu'elle-même. Il pense à son sourire qui était au-delà du radieux.
Sur le pont du navire, après le flashback, Kimi pense qu'il n'a plus de plan. Le type veut tout improviser. Il réfléchit à la situation et juge qu'il est le seul restant sur le navire. Le monstre psychotique parle de son expression qui dépeint son intention de mourir seul, mais Kimi répond qu'il emmène ce bâtard avec lui. Caméléon dit qu'il n'est pas encore prêt à mourir, il dit qu'il tuera Kimi d'abord et prendra plaisir à tuer les autres filles lentement. Le fou dit à Kimi que les dames méritent d'être étudiées car l'une a l'œil qu'il désire et l'autre a le cœur de Siesta. Il affirme qu'il les torturera une fois qu'il aura fini, jusqu'à ce qu'elles implorent la mort. Le psychopathe explique comment il va s'y prendre en détail comme s'il avait tout planifié. Caméléon arrête les futilités et parle comme un vainqueur alors que le combat n'a même pas commencé. Kimi commence à tirer sur ce fou en courant, il utilise sa queue pour assommer le faible Kimi. Caméléon déclare qu'un humain ne peut pas les vaincre. Il qualifie toutes leurs actions de futiles. Il affirme que Kimi mourra et insiste de nouveau sur la façon dont il fera souffrir les filles avant de les tuer. Kimi se met à genoux et tire encore mais voit qu'il n'a plus de balles. Il jette l'arme après avoir réfléchi à comment sauver les deux filles, même au prix de sa vie. Kimi confirme dans son esprit qu'il n'est rien de plus qu'un assistant, comme l'a dit Char. Mais il se lève et déclare son intention de perpétuer l'héritage du dernier souhait de la détective légendaire. Un hélicoptère s'approche d'eux, attirant leur attention à tous deux. Char, tenant une arme exotique, dit à Kimi l'inutile et incompétent de se mettre à couvert, et Char commence à tirer sur Caméléon depuis l'hélicoptère dans le ciel. Kimi sourit après avoir remarqué que le pilote est Fubi et réalise que Char avait l'intention de le faire depuis le début. Char dit qu'elle a pris des dispositions après la présence étrange qu'elle a ressentie en montant à bord du navire, et Kimi la remercie. Char sort une mitrailleuse et fait pleuvoir des balles sur Caméléon. Caméléon les esquive et les bloque en les maudissant. Char fait savoir à Kimi qu'elle le déteste mais doit compter sur lui parce que Siesta l'a choisi. Elle demande qu'ils travaillent ensemble pour résoudre l'affaire, ce que Kimi affirme aussi avec un large sourire. Les balles du pistolet s'épuisent. Caméléon leur crache sa langue comme s'il essayait d'attraper une mouche. La langue frappe l'hélicoptère et le carburant commence à fuir. Kimi regarde autour de lui et réalise que Caméléon est devenu invincible. Le désastre invincible rit et leur dit qu'aucune attaque ne peut l'atteindre dans cet état. Kimi demande au lâche où il est, mais il n'y a pas de réponse. Char cherche autour depuis l'hélicoptère qui peine à rester en l'air. Elle échappe à l'attaque invincible de Caméléon. Kimi remarque quelque chose alors que le carburant de l'hélicoptère tombe sur le navire. Il donne des signaux à Char qu'elle comprend immédiatement. Char prend le briquet de Fubi et le jette. Le carburant sur le navire prend feu et le lâche idiot commence à hurler de douleur. Il devient visible et Char lui tire une balle grosse et puissante. Caméléon utilise sa queue pour arrêter la balle, mais elle coupe l'extrémité cristallisée de la queue. Caméléon prépare sa langue pour contre-attaquer. Kimi remarque l'extrémité cristallisée. Il l'utilise pour poignarder sous la bouche de Caméléon. Au moins, plus d'attaque de langue. Caméléon saigne abondamment et pose ses griffes sur le corps de Kimi. Fubi informe Char, qui recharge son arme, qu'ils ne pourront plus rester dans le ciel. Caméléon remarque Char et dit à Kimi qu'ils vont changer le lieu du combat. Il régénère sa queue et l'utilise pour briser le plancher en bois et il tombe dans les quartiers d'habitation du navire. Char appelle Kimi alors qu'il tombe avec Caméléon. Une fois le chaos retombé, le pathétique Kimi ouvre les yeux et regarde autour de la pièce en ruine où il se trouve. Le ruban à côté de sa main est emporté par le vent alors qu'il essaie de l'attraper. Il pense à Siesta et ferme les yeux. Kimi ouvre ses yeux larmoyants à la suite de la scène de mort de Siesta, mais Hel se tient devant lui. Elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il se libère de sa capacité et tente de lui porter un coup. Kimi serre les dents et lui grogne dessus comme un chien en colère. Hel parle à Kimi, mais une autre personnalité prend le dessus avec la voix de Siesta. Elle grogne et se débat avec sa tête. Mais la personnalité de Siesta prend le contrôle du corps, telle une patiente psychiatrique aux identités multiples. L'un de ses yeux rouges devient bleu. Elle s'excuse auprès de Kimi de l'avoir fait pleurer, mais la personnalité de Hel lutte pour reprendre le dessus. La personnalité de Siesta supprime celle de Hel. Les deux yeux deviennent bleus et Siesta dit à Kimi d'écouter attentivement car il n'y a pas de temps. Elle explique la méthode qu'elle utilise pour sauver Alicia. Elle a décidé d'infiltrer le corps et de supprimer la conscience de Hel afin qu'Alicia puisse profiter des choses qu'elle désirait. Aller à l'école en faisait partie. Kimi exprime ses soupçons, mais elle sourit et lui dit que c'est le travail d'un détective de protéger les intérêts d'un client. Siesta est une folle dingue obsédée par le métier de détective légendaire. Il demande si elle l'avait planifié depuis le début et elle lui rappelle sa phrase habituelle. Kimi demande pourquoi elle a décidé une chose pareille seule et elle répond qu'il l'aurait arrêtée. Elle lui demande une faveur mais le sot obstiné refuse. L'agaçante Siesta demande s'il est stupide et lui frotte la tête. Elle dit que ce n'est pas le moment pour ça et explique ses plans à Kimi. Elle veut qu'il batte ses passes avec Alicia quand elle retrouvera ses souvenirs. Kimi note que sa conscience disparaîtra avec elle si cela arrive. Kimi dit qu'il se fiche du corps qu'elle habite, mais il veut que sa conscience survive quelque part. Siesta lui dit qu'Alicia a des traits qu'elle n'a pas, mais Kimi, qui perd la tête, lui demande pourquoi elle oriente délibérément la conversation ainsi. Il tente de refuser la requête, mais son corps s'engourdit, sa vision se trouble et Siesta parle des pollens provenant du cadavre de Bételgeuse. Kimi réalise que l'horrible drogue de l'incident Hanako à son école était faite d'une fleur qui pousse sur le corps de Bételgeuse.
Kimi se souvient que Siesta lui avait parlé des effets secondaires de la drogue Anaco. Il commence à dire qu'il ne veut pas oublier. Siesta rattrape son corps affaibli et lui assure qu'il n'oubliera ni elle ni sa requête. Kimi, persistant, parle comme un fidèle acolyte, ce qui est gratifiant dans ses derniers instants. Siesta transforme le visage de Hell en le sien et rappelle à Kimi leur confiance mutuelle. Kimi note qu'elle a toujours raison, mais espérait qu'elle se trompait cette fois-ci. Siesta lui dit qu'elle sera partie quand il se réveillera, et ses larmes tombent sur sa main. Kimi lève les yeux, et Siesta lui assure qu'elle ne l'oubliera jamais, quoi qu'il arrive. Elle affirme que le corps viendra le retrouver sans faute, peu importe le délai. Elle le rassure tandis que sa conscience s'estompe comme les saisons. Kimi ouvre les yeux dans la pièce en ruine du navire et se souvient de la dernière requête de Siesta. Abattre Spies avec Alicia. Il se souvient quand Alicia avait dit vouloir essayer d'aller à l'école et de sa rencontre avec Nagisa. Il se demande si Nagisa est Alicia. Caméléon s'extirpe des décombres qu'il avait ensevelis, ce qui choque Kimi. Caméléon hurle qu'il va tuer Kimi. Il se tourne vers Kimi qui peine à se relever. Caméléon hurle et charge le pauvre Kimi. Kimi dit que la réalité est cruelle et décide de tenir bon jusqu'à ce qu'il exécute la requête de Siesta. L'idiot charge aussi le monstre menaçant, tel une forteresse impénétrable. Une fille demande à Kimi s'il est stupide et tire avec un pistolet argenté sur Caméléon qui tombe au sol en grognant. Kimi lève les yeux et voit Nagisa qui a attaché ses cheveux avec un ruban rouge. Nagisa réprimande Kimi d'affronter un monstre au corps à corps et saute du pont dans la pièce en ruine. Nagisa dit à Caméléon qu'il ne pourra plus l'attaquer car son sang est dans son corps. La même chose que Siesta avait fait à Bat. Kimi soupçonne que c'est la personnalité de Siesta qui contrôle Nagisa. Il voit ses yeux bleus et Siesta dit que ça fait longtemps. Kimi sourit et demande à Siesta si elle a assez fait la sieste. Le gars est très heureux mais garde son sang-froid. Dans une zone brumeuse, Siesta, contrôlant le corps de Hell, pose la tête de Kimi inconscient sur ses genoux et raconte comment elle lui a dit adieu sur le bateau pour qu'il ne pleure pas. Elle dit qu'il l'aime trop et s'excuse de l'avoir tant malmené durant leurs 3 années ensemble. Elle énumère ses souhaits, qui ressemblent au plus à des regrets maintenant, et dit qu'elle ne voulait pas mourir. Le brouillard se dissipe tandis que Siesta dépose doucement le corps de Kimi au sol. Elle parle de sa promesse de résoudre ses problèmes et de le protéger. Elle lui dit de continuer à dormir l'esprit tranquille. Elle dit qu'elle sera partie quand il se réveillera et espère qu'Alicia prendra soin de lui à sa place. Elle attache un ruban rouge à ses cheveux car elle ne peut pas le donner à Alicia. Elle décide de donner un nouveau nom au corps lors de sa renaissance, une fois l'enfer maîtrisé. Elle révèle à Kimi le nom de la personne qui le réveillera un jour de son sommeil. Dans la pièce en ruine du navire, Siesta dit à Kimi qu'il a l'air plus méchant maintenant, mais Kimi fait savoir à la stupide Siesta que toute son apparence a changé, un corps entièrement différent. Kimi dit qu'elle est toujours au cœur de tout, mais Siesta prétend qu'elle emprunte juste le corps de Nagisa pour un petit moment. Kimi, fatigué, tombe sur les fesses. Il dit qu'il est content qu'ils se soient revus, mais leurs retrouvailles sont perturbées par le réveil du trouble-fête Caméléon. Kimi dit qu'ils doivent faire quelque chose contre ce monstre agaçant et Siesta affirme que c'est sa raison d'être ici. Elle tend la main à Kimi et lui demande de devenir son acolyte. Kimi prend sa main et accepte, puis elle lui tend une arme. Caméléon hurle et les attaque avec sa queue, mais le duo l'évite. Kimi tire sur la menace en courant, mais il bloque les balles avec sa queue. Kimi se retrouve face à un caméléon grandissant. Siesta demande si c'est une bonne idée et rappelle à Kimi, le crétin, que Caméléon ne peut plus l'attaquer directement. Elle tire dans son dos pendant qu'il fait face à Kimi, et le caméléon furieux projette des débris vers elle. Siesta les esquive et dit à Kimi qu'elle va flamber tout leur argent au casino après le combat. Kimi, absorbé par la conversation, manque de se faire toucher, mais Siesta tire sur la queue avant qu'elle ne l'atteigne. Ils continuent leur conversation absurde tout en tirant sur Caméléon. Siesta tire sur un pilier fissuré qui s'effondre sur le monstre idiot. Siesta demande à Kimi comment les choses se sont terminées quand ils ont dormi dans le même lit, et leur conversation futile a continué. Après un moment, Kimi revient au sujet important et lui demande ce qu'elle est venue faire. Siesta se contente de sourire, ils sont interrompus par les hurlements du menaçant caméléon qui s'extirpe des décombres et se transforme en la forme Bankei de sa forme déjà inhumaine. Le caméléon plus grand charge Kimi. Siesta donne un coup de pied rapide au visage de Caméléon et le met à terre. Siesta dit à Kimi que Nagisa lui a demandé de l'aider. Elle dit que c'est la dernière fois qu'elle aidera, ce que Kimi prétendait déjà savoir. Elle porte Kimi sur son épaule comme une serviette et esquive les attaques de langue de Caméléon. Le lâche qui se fait porter comme Messi porte l'Argentine pense au moment où elle l'avait porté de la même manière lors de l'affaire de la chauve-souris dans l'avion. Il conclut qu'il se sent mieux quand elle le malmène, mais Siesta s'excuse d'être morte avant lui. Il lui dit de ne pas s'excuser, mais elle le fait quand même. Dans le plan paisible où ils discutent, Siesta dit à Kimi qu'elle n'avait jamais eu l'intention de passer autant de temps avec lui, mais elle s'est attachée à lui. Kimi fait savoir à la tête de Linotte qu'ils n'étaient ni amants ni amis, mais des partenaires commerciaux. Siesta dit qu'elle le savait, mais affirme que leurs 3 années vertigineuses ensemble sont ses meilleurs souvenirs. Le pleurnichard serre les dents, les yeux larmoyants, mais Siesta lui frotte les cheveux et dit des choses pour le réconforter.
De retour au chaos dans la pièce en ruine, le duo continue d'esquiver le fou qui est en pleine frénésie destructrice. Ils se tiennent côte à côte, se couvrant mutuellement. Kimi parle à Siesta des gens bruyants autour de lui et dit qu'il n'est pas seul. Siesta lui dit de cultiver ses amitiés. Après cette conversation futile, tous deux pointent leurs armes sur le caméléon psychotique qui s'approche et lui tire dessus. Le pouvoir de l'amitié écrase tous les ennemis. Le lendemain matin, le navire continue de naviguer après la nuit chaotique. Sur le pont, Char s'exclame après que Kimi lui ait dit qu'il avait rencontré Siesta. Kimi dit qu'ils auraient fini en pâté pour poisson si elle n'était pas apparue, et Char conclut que Siesta les a encore sauvés. Char regarde la vaste mer et devine que Siesta savait qu'elle allait mourir. Kimi affirme, et elle souhaite que Siesta ne soit pas morte. Char demande si Siesta a dit quelque chose et demande à Kimi de la suivre chez un fleuriste après sa réponse. Elle veut qu'il choisisse les fleurs qu'elle achètera pour la tombe de Siesta. Char s'éloigne et Yui appelle le téléphone de Kimi. Au magasin de vêtements pour hommes, Yui lui achète les vêtements fades qu'il veut et lui demande si c'est tout ce qu'il désire, tout en le taquinant sur son manque de présence et ses traits de personnage de foule. Ces vêtements moyens n'aideront pas Laura du gars. Kimi demande si elle l'observait tout ce temps avec ses yeux saphir et affirme qu'elle a été d'une grande aide. Il la remercie et Yui dit que c'est normal puisqu'elle est l'acolyte d'un acolyte. Kimi demande à la culottée Char si elle peut rester avec lui puisque les survivants ont organisé une fête pour elle. Yui est la grande dame qui a sauvé leur vie durant la croisière chaotique. Elle a coordonné leur évasion avec des bateaux. Elle dit que c'est l'heure de la répétition et parle de sa prochaine performance. L'idole déchaînée divague sur l'obtention de plus d'adorateurs et de fans avant de s'enfuir. Sur le pont, Kimi vient rencontrer la détective Fubi. Fubi lui demande ce qu'il va faire et Kimi répond qu'il ne peut pas encore le dire à Nagisa. Fubi lui dit de gérer ça comme il l'entend et passe devant lui comme une haine cool. Nagisa vient retrouver Kimi au bar plus tard. Elle commente la façon dont il est trop habillé pour l'occasion. Après la conversation futile, Nagisa commande sa boisson et Kimi lui demande si elle continuera à servir de détective légendaire. Nagisa répond qu'elle manque de confiance et raconte comment la dernière affaire l'a rendu un fardeau pour lui et Yui. Kimi dit à la Nagisa boudeuse que Siesta lui a parlé de toute cette histoire de près de corps. Nagisa nous force à un flashback où elle et Siesta discutent de leur accord. La bonne à rien demande à Siesta de prendre le contrôle du corps pour sauver Kimi et harcèle Siesta jusqu'à ce qu'elle accepte. Nagisa remercie Siesta de lui avoir donné la vie et Siesta la remercie de même d'avoir fait usage de cette vie. Les deux idiots se désignent mutuellement comme des détectives légendaires. De retour au présent, Kimi dit que les actions et les mots de Nagisa ont sauvé sa vie pathétique. Il pense aux dons passifs que Nagisa possède et comment elle les utilise sans le savoir. Il conclut sans aucun doute que Nagisa est capable d'offrir les mots ou les actions qu'une personne désire le plus à un moment donné. Kimi dit à Nagisa qu'elle est la meilleure détective légendaire car un détective existe pour exaucer les souhaits du client. Nagisa dit qu'il la manipule mais accepte quand même de le faire parce que Siesta le lui a demandé. Elle dit que c'était la condition que Siesta avait ajoutée lors de leur accord. Siesta dit qu'elle veut que Nagisa, Yui, Char et Kimi abattent Space ensemble. Le stupide Kimi, dans son délire mental, voit Siesta affirmer que c'est son dernier souhait et conclut qu'il prend en charge le vœu mourant de Siesta à ce moment-là. La timide Nagisa parle de son manque de confiance et Kimi, le meilleur système de gestion des émotions féminines, dit des choses pour la réconforter. Il lui fait savoir qu'il est son supérieur dans le jeu du manque de confiance et que Siesta a des défauts. Pendant leur conversation futile, Nagisa avale sa boisson et tient le menton de Kimi de manière séduisante. Elle demande au pauvre idiot troublé de venir dans sa chambre plus tard, mais leur moment fou est interrompu par le système d'annonce publique du navire. L'annonceuse demande s'il y a un détective à bord, ce qui fait sourire Nagisa et Kimi. Elle prend la main de Kimi et court quelque part. Kimi conclut que la détective est déjà morte, mais son vœu mourant ne mourra jamais. L'acolyte idiot sourit et dit qu'il est trop tôt pour appeler leur situation un épilogue. Sur l'île, Kimi inconscient repose la tête sur les genoux de Siesta. Siesta dit que le nom de la personne qui le réveillera un jour de son sommeil est Nagisa Natsunagi.